ce qui est décisif dans ma vie, c'est que j'ai toujours, consciemment ou inconsciemment, été en dehors de ma zone de confort. On est une des marques les plus performantes sur les réseaux sociaux, pas de notre propre fait, mais du fait que des vrais consommateurs dans la vraie vie s'emparent des produits et en parlent. Moi, je suis une grande existentialiste. Moi, je crois qu'on façonne sa vie. Je crois qu'on fait des choix structurants. Je ne crois pas que tout est préécrit, sinon c'est terrible. Bonjour à vous, je suis Sabrina Erlori-Rouget et je suis ravie de prendre une pause avec vous et avec Alexandre. Et je crois qu'il faut que vous vous abonniez. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. La beauté est l'un des marchés les plus puissants au monde. Un univers où se croisent désir, science, marketing et influence. Dans ce secteur ultra concurrentiel, une marque française a réussi en quelques années ce que peu imaginer possible. S'imposer sans star, sans code du luxe traditionnel, sans discours inaccessible, jusqu'à devenir l'une des marques préférées des Français, Aromazone. Une success story boostée notamment par la CEO depuis 2021. Une femme 100 000 volts qui connaît la beauté de l'intérieur comme peu de dirigeantes aujourd'hui. Et derrière la dirigeante, il y a aussi un parcours rare, celui d'une jeune fille portée par des professeurs qui ont vu en elle un potentiel avant même qu'elle ne mesure elle-même jusqu'où elle pourrait aller. Cette semaine, j'ai le plaisir de faire une pause avec elle pour parler de réussite, de vision, de leadership, de femme, de mérite et de ce que signifie grandir sans jamais renoncer à ce qui vous a construite. Bonjour Sabrina Erlori-Rouget. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Ça va super, je te remercie. Ça va super. Je suis ravie de te rencontrer. Moi, je suis ravi aussi de te rencontrer, que tu sois là et voilà, on n'est que tous les deux. Personne ne nous écoute, personne ne nous regarde, donc on est notre petite discussion à tous les deux. Et quand je dis ça, il y a un moment où je t'ai vu sourire quand je disais « Madame 100 000 volts ». C'est vraiment ça, ça. Tu sais que ça vient de tes proches, ce terme-là, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que les gens te voient, en fait. Écoute, je crois qu'en effet, on me dit souvent que j'ai beaucoup d'énergie. C'est ça que tu voulais encapsuler. J'ai l'impression, 100 000 votes pour ceux qui ont quelques années, ils savent que c'était Gilbert Bécaud qu'on appelait Monsieur 100 000 votes, parce qu'en effet, il avait une énergie débordante. Toi, c'est ça, c'est que quand tu me dis ça va, c'est que, est-ce que même, une question comme ça, souvent les gens qui ont une énergie débordante, en fait, parfois, même quand ça va pas, en fait, ça va. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là oui, où moi, tu ne te poses pas tellement ? Ça va toujours, toi ? Oui, ça va toujours. Je pense que c'est une obligation morale que d'aller toujours. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, parce que parfois, ça m'arrive, quand les gens me disent comment tu vas, je dis, mais même si ça peut être moyen, je passe mon temps à avoir beaucoup trop de difficultés auprès d'autres personnes. Exactement. Pour voir d'autres choses. C'est comme ça que toi, tu le vis ? Absolument. Je pense que j'ai une façon d'appréhender la vie qui est que je me rends compte que la grande souffrance existe et que tant qu'on ne touche pas à cette grande souffrance, moi, je n'ai pas le droit de ne pas aller bien. Donc, je vais toujours bien. Et j'ai appris à me discipliner par rapport à ça. Je pense qu'il y a des tempéraments, évidemment, plus optimistes et joyeux. Mais je crois que c'est aussi un muscle, la joie. Et donc, tu avais déjà ce muscle-là, très jeune ? Je l'avais probablement en puissance, mais c'est la chance de grandir, de progresser, de mûrir, et que de réellement se dire que c'est un des éléments les plus importants de la vie, de l'équilibre, de la politesse que l'on doit aux autres, et donc ça se travaille, oui. Quand tu dis ça, tu arrives à parfois te dire, mais quelle est ma raison d'être ? Pourquoi ? Parce que là, on va parler d'Aromazone, d'Occitane, de ton parcours d'HEC, plein de choses incroyables, dans ton parcours de femme qui a réussi. Mais tu arrives à définir déjà un peu pourquoi tu es là ? Je crois que ce qui m'habite beaucoup, c'est l'impact. Je n'ai pas tellement d'autres façons de le définir. Je crois que j'aime beaucoup me dire que j'ai un rapport au monde qui est vraiment l'engagement,
quels que soient les sujets dont je m'empare ou auxquels je peux appartenir, j'essaie de faire ma part et qu'il y ait un peu un avant et un après. Ça me porte beaucoup. Et ça te porte depuis tout le temps ou Oui, est-ce je que tu crois. penses Depuis, ça vient de très loin, oui. Et comment J'ai du mal avec le passager clandestin. Moi, je trouve que dans la vie, on s'engage. Et c'est d'ailleurs ce qui donne le sel de la vie et de l'aventure humaine. Sinon, je trouve que ça a moins d'intérêt, ça a moins de saveur. Revenons là-dessus sur Amazon pour les gens qui, encore une fois, qui ne pourraient ne pas connaître cette marque, qui est un phénomène. En tout cas, c'est vu comme un phénomène, une success story. Alors, il faut définir ce qu'est une success story, ou en tout cas une croissance forte, et surtout une marque adorée des Françaises et des Français, parce qu'il y a toujours Decathlon, moi qui est ma marque aussi préférée, je suis très content qu'il soit toujours tout en haut. Bien sûr. Mais maintenant, c'est la numéro 2 à Amazon, c'est quand même assez incroyable. Alors, donc raconte-nous un peu ça, et surtout pour les gens qui n'ont pas entendu parler d'Aromazone, si tu peux nous faire... c'est quoi Aromazone ? Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire assez simplement que c'est un grand acteur français de la beauté et du bien-être, qui arrive à conjuguer une très grande efficacité, des produits extrêmement sains, des produits qui sont éco-conçus et qui ont la spécificité de pouvoir s'adresser à tous, aussi bien répondre à tous les besoins que s'adresser à tous les types de populations. On est une marque à proprement parler universelle, à la fois accessible et à la fois parlant véritablement à tous les âges, à tous les milieux sociaux, à toutes les couleurs de peau, à toutes les typologies de cheveux, et à tous les genres. Et ça, c'est assez unique. Donc, donc, qu'est-ce que veut dire DIY chez vous ? Ça, c'est... Alors, ça s'appelle... Donc, ce que tu l'avais pas mis en français, c'est le DIY, donc c'est le do it yourself. C'est en fait l'origine de cette entreprise, puisque moi je suis l'heureuse patronne aujourd'hui d'une entreprise qui me précède. Cette entreprise me préexiste. Par une famille fondée par une famille qui, au démarrage, est experte en huile essentielle et puis ensuite experte en ingrédients bruts non transformés et invente ce qu'on a appelé le do it yourself, donc le fait soi-même, qui était la proposition cadrée scientifiquement de recettes pour faire soi-même ses produits cosmétiques, mais avec quelque chose de très important qui était la maîtrise de la composition et de la formulation. Et ça, c'est l'ADN de l'entreprise, c'est de là d'où on vient. L'entreprise s'est transformée depuis, mais a conservé de cette époque, qui est une époque qui... Pas très lointaine, hein. Non, qui dure jusqu'en 2021. Oui, et donc ça a été fait en 99. Exactement, donc on a 20 ans de cette histoire. C'est à la fois tout jeune et à la fois c'est quand même une période de 20 ans où il y a au cœur de l'entreprise deux éléments. L'élément de la scientificité, de la grande expertise scientifique de la formulation et en même temps la transparence de ce qu'il y a dans la formule et d'une autonomie du consommateur à comprendre ce qu'il consomme. Et en fait, l'objet Aromazone depuis 21, finalement, est construit sur cet ADN-là et sur ces éléments-là qui sont très forts et qui, en vérité, redéfinissent le marché aujourd'hui. Donc là, c'est des termes forts que tu utilises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'est pas... Estée Lauder, L'Oréal ou autre, peut aujourd'hui en fait avoir un impact considérable sur ce que font les autres, comment les autres fonctionnent. Alors, pour ceux qui sont venus peut-être déjà dans une de tes boutiques, dans vos boutiques, vous en avez combien aujourd'hui ? On en a 35. 35 à travers, c'est pas beaucoup, à travers la France, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, il y a une progression. Aujourd'hui, on peut donc faire son propre... Comment ça se passe ? C'est ça, je rentre et je peux... mais la possibilité de ce qu'on appelle finalement... Alors, le DIY ou hyper-personnalisation est tout à fait disponible encore, tout comme le métier des huiles essentielles. Mais ce sont aujourd'hui finalement des usages qui sont beaucoup plus petits par rapport à toute la proposition de valeur de l'entreprise. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les usages les plus majoritaires, ce sont des produits finis, prêts à l'emploi, principalement sur les métiers de la dermocosmétique, du capillaire et de la nutrition. Ça veut dire tout simplement des sérums, des crèmes, des produits capillaires et des compléments alimentaires, qui sont des catégories sur lesquelles Aromazone est devenu un leader en très peu de temps. Comment vous définissez être leader sur... Parce que vous publiez vos chiffres aussi. Alors, on ne publie pas nos chiffres, mais on a des notions de volume et de pénétration de foyer.
Et donc, de facto, Aromazone aujourd'hui est une marque qui est présente d'un point de vue volumique dans beaucoup de foyers. Dans beaucoup de foyers. Absolument. Mais vous ne communiquez pas encore vos chiffres, vous n'hésitez pas à les communiquer. Absolument, il y a une raison là-dessus? Écoute, ils sont trop bons. Je pense... enfin, ils sont trop bons, les concurrents, ils ne seraient pas contents. Pas du tout, non. Et puis, il faut rester très modeste. Il est vrai qu'on a eu une très forte croissance sur ces dernières années. Et le sujet, et notre sujet, est plutôt un sujet de transformer les usages, d'avoir un impact systémique sur la façon de consommer le bien-être et la beauté. Et c'est finalement plus important que les notions financières, Alexandre. Oui, c'est... Ça te fait rire. Ça m'amuse parce que je pense qu'il y a des éléments de langage que j'entends ici. J'ai l'impression que je pense que vous avez une croissance qui est extrêmement forte, ce qui est vrai, puisque vous avez plus de 50% de croissance année après année, ce qui est... Oui. C'est pour ça que je disais, et c'est pour ça que pour les gens qui nous écoutent, c'est pas une entreprise qui a démarré il y a 2 ans, c'est il y a 20 ans. Alors c'est vrai que je pense qu'il y a une accélération encore ces dernières années, et certainement grâce à ton travail et le fait que tu diriges cette entreprise, mais ça reste très impressionnant de voir la croissance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est vrai que vous avez quasiment construit une catégorie, ce qui était quand même assez intéressant, une catégorie où toute personne peut rentrer dans vos boutiques, où qu'elle soit, et peut trouver un produit qu'ils vont pouvoir acheter, adapté aussi bien à leur peau, mais aussi à leur portefeuille, ce qui est quand même... Absolument. Parce que c'est quoi le prix du produit moyen chez toi? On est à moins de 10 €. Non, donc, c'est là où je pense que c'est extrêmement important pour les gens qui ne vous connaissent pas, parce que vous êtes que dans 35 points de vente, même si vous êtes aussi vendu sur Internet, mais il faut bien comprendre, pour les gens qui ont l'habitude de parler, là on vient de parler d'esthétique, de luxe, et à côté de ça, tu me dis 10 €. Et je pense que c'est... Et merci pour ça, Sabrina, parce que tu arrives à démontrer et tu amènes à tout un tas de gens qui ont autant le besoin pour leur peau, pour leurs cheveux, tu parlais de nutrition, d'avoir des produits qui sont adaptés à leur portefeuille. Oui, mais je pense que ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en vérité, on est à une époque des possibles. On est à une époque de bascule de modèles, de bascule de consommation, de nouvelles réflexions, de nouveaux usages des consommateurs. Et qu'en vérité, probablement que des aventures comme Aromazone, alors différemment, d'une autre façon, sont évidemment possibles. C'est un moment hautement favorable pour l'entrepreneuriat dans tous les métiers. Je pense que je t'apprends rien en te disant que l'époque est une époque de bascule, où les gens se posent des questions, les gens s'interrogent, les gens sont très ouverts à réfléchir un peu différemment à leur consommation, et que du coup, de nouveaux modèles, évidemment, sont en train d'émerger et vont émerger, Aromazone ou autres. Donc, par rapport à ton point qui est de nouvelles marques peuvent exister par rapport à de grands leaders, il y aura évidemment toujours les grands leaders qui font un boulot formidable, mais évidemment qu'il y a de la place pour plein de nouveaux usages. Jusqu'au moment où ils vous rachètent. Ah, ça, je ne sais pas. En effet, ce n'est pas votre objectif, mais en tout cas, vous avez une croissance incroyable qui répond à un besoin, qui est un besoin de plein de gens ici. Ce qui est intéressant dans cette croissance-là, toi, qu'est-ce que tu penses, ou quels sont les éléments qui ont fait le succès, pas uniquement les 5 dernières années où tu as été la patronne, mais depuis 25 ans. C'est quoi si tu dis il y a 2-3 choses? La confiance. Je pense que l'élément vraiment fondateur, c'est... qui d'ailleurs est encapsulé par les métiers historiques, donc de l'ingrédient, de la maîtrise de l'ingrédient et de la maîtrise des actifs, qui va jusqu'à finalement ce métier du DIY qui était la maîtrise de la formule et de savoir exactement ce qu'on met pour fabriquer ces produits. Finalement, ça, de façon très simpliste, si on doit faire un raccourci, le point central, c'est la confiance. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit, les consommateurs arrivent chez nous beaucoup par le bouche à oreille, parce qu'ils se parlent entre eux d'efficacité et ils se parlent de confiance. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu penses qu'un grand groupe aujourd'hui a que tu n'as pas encore? Toute une organisation opérationnelle, bien sûr, qui simplifie, qui simplifie l'accélération. Peut trouver vos produits. Est-ce qu'on peut trouver vos produits? Non, on n'est que chez nous. D'accord. Donc vous n'êtes pas au Sephora. Non, et c'est très très important justement parmi. C'est une exclusivité en fait. Oui, c'est une exclusivité et ça nous permet aussi d'avoir un modèle qui est très maîtrisé quant à nos décisions, notre autonomie, et puis ça nous permet aussi finalement de conserver l'intégralité de la valeur pour pouvoir la rétribuer dans le
dans le prix final au consommateur. Alors, pour comprendre ce que tu dis, c'est de la valeur pour les gens qui nous écoutent. Hein, c'est vraiment que si tu devais passer par d'autres canaux, tu rétribues des marges tout au long du parcours, aussi bien au niveau des achats, du laboratoire, de la publicité et de la distribution. La distribution coûte très très cher pour les marques en général. C'est vrai que nous, on est assez jaloux de notre distribution pour le moment qui est totalement intégrée et qu'on c'est pas des franchises. Ah non. C'est les vôtres, c'est vos équipes, c'est tout. Tout à fait. C'est notre site e-commerce et nos magasins en propre. Et justement là-dessus, est-ce qu'il y a des endroits où vous avez envie d'aller ? Est-ce que c'est plutôt réparti ? Il faut le citer, hein, une région qui est merveilleusement belle. On parle du Vaucluse, on parle d'Avignon. Ouais, c'est là où tout démarre et c'est là où est le cœur vivant de l'entreprise. Et donc voilà. Donc là, il y a encore aujourd'hui le centre, le siège, il est là-bas. Le siège. Donc toi, l'usine, le laboratoire de R&D et les équipes se déplacent. En effet, entre Paris et le Vaucluse. Et ça, merci encore une fois, merci de garder dans nos régions ces entreprises. Est-ce que ça a été un sujet un jour ? Est-ce que ça pourrait être un sujet ? Non, je pense pas. Je pense que de ne plus être à Avignon, mais d'être à Paris. Oui, alors encore une fois, ça dépend des métiers. Quel métier ? Par exemple, le métier du retail, qui consiste à ouvrir des magasins, c'est beaucoup plus difficile de l'opérer du Vaucluse parce que c'est plus difficile de faire Avignon-Toulouse que Paris-Toulouse, par exemple, ou Avignon-Metz que Paris-Metz. Tu penses que c'est ça ou est-ce que c'est aussi compliqué de trouver les talents ? Alors, on y arrive. Mais alors, nous, pour le moment, on n'a pas eu de sujet de talent, justement. On a réussi à... Donc, on a nos métiers historiques qui sont dans le Vaucluse. Donc, déjà, c'est très important de comprendre ce qui est à Paris et ce qui est dans le Vaucluse. Paris, ce sont les métiers principalement du retail, du merchandising. On a un petit peu de finance et on a marque communication parce qu'effectivement beaucoup des talents, beaucoup des contrats de talents sont plutôt organisés de Paris. Par contre, l'intégralité du reste de l'entreprise est dans le Vaucluse. C'est-à-dire aussi bien les métiers de la R&D du laboratoire qui est ce par quoi tout démarre, les achats, mais également la production, la logistique, les métiers de la qualité. Et ça restera évidemment dans le Vaucluse et on en est très fiers. Et on est très fiers d'être aujourd'hui une des très très belles entreprises des territoires qui font non seulement rayonner le Vaucluse, mais qui font rayonner la France. Des territoires. Et donc, c'est possible. Exactement, c'est possible. Et donc, toi, tu passes ton temps entre les deux. Exactement. C'est possible, mais il n'y en a pas beaucoup. Là, on parle, vous êtes encore une ETI, donc ces entreprises de taille intermédiaire, ce qui est appelé dans le jargon. Et c'est vrai que ça reste encore... Ça peut être régional et c'est tant mieux. C'est vrai que la difficulté potentielle, c'est qu'après, à un moment ou à un autre, où il y a une sorte d'aspiration à Paris, comme on est un pays malheureusement très centralisé. Certains métiers seront de facto à Paris, mais je pense sincèrement qu'on est capable de continuer à grandir en conservant nos activités principales dans le Vaucluse. Tout à l'heure, tu disais très justement, il y a des nouvelles marques qui sont créées ou qui continuent à se créer. Qu'est-ce que toi, tu regardes donc ton industrie dans des industries adjacentes, ou même qui ne sont pas adjacentes, des marques, tu dis, tiens, ça c'est une marque qui a été créée, qui n'aurait pas existé il y a 20 ans. Il y a énormément Mais qu'est-ce que tu dis, celle-là, elle me plaît, cette marque ? Non, mais plutôt des marques, moi, de santé, de nutrition, de compléments alimentaires. Je ne vais pas forcément les citer, mais c'est vrai que moi, je suis assez obsédée par... justement la convergence que je trouve assez nouvelle, en fait, dans la façon de consommer et de penser la beauté avec la santé. En vérité, et des modes de consommation qui sont complets. C'est-à-dire qu'on vient de modèles qui sont des experts vraiment verticaux. Il y a des faiseurs de beauté, enfin de peau, de cheveux, de nutrition, et tout ça finalement se mélangeait assez peu. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une porosité qui est intéressante. Donc moi, c'est plutôt la nutrition qui m'intéresse et que je trouve très intéressante. Il y a une marque justement en nutrition, tu dis, t'aimes... Il y a une marque, et je vais la citer de facto parce qu'elle est très très loin et elle m'intéresse parce que je trouve que on a probablement des ponts avec cette marque. C'est une marque qui est présente sur la côte ouest américaine qui s'appelle Ereven, que peut-être tu connais, et qui en vérité est à proprement parler une marque de produits sains et de santé. Tu connais très bien ce secteur-là, puisque tu as démarré dans ce secteur-là à la sortie de l'école, quasiment à la sortie de l'école. D'abord chez Occitane, et puis après on t'a retrouvé chez Mac, Occitane aussi, une marque au départ locale, parce qu'on était à Aix à l'époque. Oui, et puis une entreprise française familiale, qui a grandi très très vite. Toujours dirigée par
par une famille, qui est cette famille Gégère, en fait, qui dirige cette... Puis après, plutôt là, du lourd américain avec Mac. Et puis, on t'appelle à un moment. Et ça, ce qui m'intéresse, c'est parce que ça arrive quand même à un certain nombre de ces ETI, qui à un moment, il y a une équipe précédente, qui parfois les fondateurs, là, c'était la famille Vosselin, qui étaient les fondateurs de cette... qui dit, peut-être que c'est un peu à moi un mot. Parfois, il y en a certains qui disent juste, moi, j'ai envie d'un peu d'argent. D'autres qui disent, même parfois, c'est plutôt mon métier de continuer à faire cette croissance-là. Parfois, c'est un mix des deux. Et là, on est en 2021. Et ce qui nous intéresse, et tu le sais, sur Pause, ce qui nous intéresse les gens qui nous écoutent, c'est de voir les choses, comment ça se passe vraiment. Et à part ce qu'on lit dans les journaux. Et donc là, il y a ce qu'on appelle un LBO, donc un moment où il y a une prise de position d'un acteur nouveau qui prend une participation. Et souvent, cet acteur-là peut amener ou a envie d'amener son équipe. Et donc, c'est là où des gens brillantissimes comme toi, qui ont fait déjà plein de choses avant, sont souvent tac. Et donc là, on est en 2021. Le fonds, c'est un fonds que je connais évidemment très bien, que j'apprécie beaucoup, qui est Eurazeo, qui gagne. Mais en fait, ils étaient très nombreux sur la ligne de départ. Donc toi, à ce moment-là, tu es chez Mac. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tu vois ça arriver. C'est pas les seuls à t'avoir abordé, parce qu'ils étaient d'autres à dire tiens, la forte Sabrina là, elle peut être pas mal. Et en fait, c'est dans le pitch en fait qu'ils ont besoin d'avoir aussi une équipe de talent. Donc toi, comment ça se passe à ce moment-là ? Tu te fais séduire facilement. C'est difficile, t'es moins bien chez Mac. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Non, mais je pense que donc moi, c'est important de comprendre aussi peut-être mon parcours très brièvement. Moi, je passe 9 ans chez L'Occitane et sans raconter les 9 ans chez L'Occitane, bien évidemment. Mais il y a un rythme très très fort, qui est une entreprise très entrepreneuriale, qui est une entreprise qui double de taille quasiment tous les ans jusqu'à arriver à la cotation. Et c'est vrai que moi, je suis élevée dans un rythme un peu tonitruant et une entreprise transformative. Je rejoins ensuite le monde corporate et il est vrai que... Pourquoi tu choisis d'ailleurs ça ? Parce qu'on vient me chercher pour Mac et que je trouve que Mac est un projet extraordinaire parce que finalement Mac a été la première marque... Pour les gens qui ne connaissent pas Mac. Mac, c'était le leader mondial du make-up qui appartient au groupe Estée Lauder et qui a eu 2 éléments absolument incroyables dans son histoire. Ça a été finalement une marque, la première marque communautaire avant l'invention des réseaux sociaux. C'était une marque de cooptation et de bouche à oreille et je trouvais que c'était absolument fantastique de comprendre ce travail des communautés et du bouche à oreille. Et puis, deuxièmement, c'était une marque qui était très engagée sociétalement. Ça a été pendant très longtemps, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, un des premiers leveurs de fonds du privé pour de la philanthropie. C'est un projet que tu connais bien et qui te parle. Et en l'occurrence, c'était l'accompagnement de vie des personnes atteintes du sida. Donc, c'était une marque qui finalement était d'une modernité incroyable. Donc, dans le paysage des marques, si je devais bouger de l'Occitane, Mac faisait vraiment beaucoup de sens. En plus de ça, moi, j'ai une autre particularité dans mon parcours que j'ai toujours vraiment chérie, c'est que je suis finalement, moi, ce qu'on appelle une experte des modèles direct to consumer, donc des modèles intégrés. Moi, j'ai toujours maîtrisé ma distribution, que ce soit du on ou du off. J'ai fait très, très peu de wholesale et je suis absolument persuadée que ce sont des modèles très robustes, très résilients, qui permettent d'être en maîtrise de son destin, de comprendre et de posséder sa data. Et que ça, c'est ce qui aujourd'hui fait un peu la différence aussi dans nos métiers. Donc, Mac avait cette particularité, puisque au sein du groupe Estée Lauder, Mac était une des seules marques totalement intégrées dans sa distribution. Donc en fait, c'était finalement, j'ai envie de te dire que moi j'ai une équation en fait parfois, alors c'est de la post-rationalisation bien sûr, mais que je trouve assez simple, qui est que quelque part tu as l'Occitane plus Mac égale Amazon, mais presque en fait. Il y a énormément d'éléments qui se complètent. Donc vous êtes plus important que ce que j'imaginais. Non, c'est absolument pas ce que je veux dire. Mais en termes de dynamique et d'aspiration, c'est assez logique en vérité. Mais Sabrina, de nouveau, pour les gens qui nous écoutent, qui sont dans ces positions-là, et même ce qui m'intéresse, c'est après Mac, mais aussi entre les deux. Moi, ce qui nous intéresse, les gens qui écoutent, c'est tout va très bien là-bas. Tout à fait. Les gens t'apprécient énormément, tu grandis, tu as des positions très jeunes de direction. Mm-hmm. Et
À quel moment, et encore une fois, pour les gens qui hésitent à partir, est-ce que tu les pousserais plutôt les gens à partir? Moi, je pense que, en fait, en vérité, si on s'écoute, on sait très très bien si on est à sa place ou pas. Moi, je te dis, j'avais envie de renouer avec quelque chose d'entrepreneurial. Après Mac, tu veux dire? Après Mac, quand j'étais chez Mac. Mac, c'est quoi? C'était vraiment boring? Non, c'est pas du tout ce que je dis, absolument pas. Mais j'ai oublié de comprendre, moi. C'est un univers... T'es pas resté longtemps, hein? Je suis restée 3 ans et demi, mais c'est un univers hyper codifié, c'est ça, hein. Plus normatif, forcément, moins rapide, avec des systèmes matriciels. Donc on va moins vite, on a moins d'impact. Même si j'y ai passé des moments formidables, on a fait des choses incroyables. Mac, on a signé Aya Nakamura avant même qu'elle n'explose et qu'elle soit connue du grand public. Donc on peut faire des choses remarquables. Je pense que moi, en termes de rythme et d'énergie, j'avais envie de renouer avec quelque chose d'entrepreneurial. Donc quand on est venu me parler d'un projet entrepreneurial qui pouvait arriver sur le marché, puisqu'on est venu me chercher au démarrage en tant que, puisque tu me demandais concrètement comment ça marche. On est venu me chercher sur un sujet de senior advisor pour réfléchir à la marque, son positionnement, son point de différenciation, sa potentielle trajectoire. On entend plutôt quand advisor, très en amont. En conseil, là, vraiment en conseil. Exactement, très très en amont. Et d'ailleurs, je suis d'abord partie avec un autre fonds que Euraseo. Je suis partie avec Apax et un autre fonds belge qui s'appelle Verlinvest. D'ailleurs, je les salue parce que on a passé des moments formidables à préparer ce sujet ensemble. D'accord, donc c'est-à-dire que c'était Apax et Verlinvest ensemble, d'accord. Exactement. Et de l'autre côté? Et puis alors, donc il y avait plein de fonds qui regardaient, avec plein d'autres senior advisors. Combien t'avais de fonds en tout? J'en ai aucune idée. Il faudrait que tu poses la question qui avait fait le process. À des banquiers, pas à moi. Mais je crois, si je comprends bien, beaucoup. Et puis on n'est pas passé au deuxième tour parce que pour des questions de diverses et variées. Et le deuxième tour s'est organisé autour de 3 fonds. Et la vie a fait que j'ai eu la chance de pouvoir choisir le fonds avec lequel je voulais m'engager. Parce que les 3 fonds étaient venus te voir? Alors, pas les 3, mais 2 sur les 3. 2 sur les 3. J'adore ça. Et venez voir. Non, ça se passe pas du tout. C'est un beauty contest. Ça se passe pas du tout comme ça. Les gens ne te courtisent pas non plus à l'infini. Je suis désolée de te décevoir, Alexandre. Je pensais que ça se passait comme ça. Il a fallu aussi que je fasse preuve, je pense, d'une grande détermination et puis j'étais et ça on pourra peut-être en parler, mais il est vrai que j'étais moi particulièrement convaincue de ce projet et que j'avais absolument décidé que je voulais en faire partie. Donc je pense que j'ai été convaincante parce que j'étais picousée à l'histoire Amazon. Alors là, ce qui est important aussi pour la fin de ça, donc les 3 fonds sont en finale. Vous allez présenter à qui? À l'équipe, au fondateur, à l'équipe fondateur? À qui vous présentez? Moi, j'aide donc le fonds avec qui je m'engage et qui me fait l'honneur de travailler avec moi, qui est Euraseo. Et moi, j'ai travaillé avec les équipes d'investissement sur 2 choses. Évidemment, convaincre la famille, mais également convaincre le comité d'investissement en interne du fonds. Et puis, c'est formidable parce que finalement, c'est des moments précieux où les gens apprennent à travailler ensemble, à se connaître, à se découvrir et à se rendre compte aussi de est-ce qu'ils ont envie de faire ce bout de chemin ensemble. Parce qu'ensuite, quand l'histoire commence pour de vrai, c'est évidemment autre chose. Il y a des hauts, il y a des bas, ça dure longtemps et il faut qu'il y ait quand même une relation humaine qui soit très forte. Donc c'est finalement très très bien ces phases préliminaires parce que les gens se testent déjà les uns les autres. Et souvent dans ces périodes, pour les gens qui nous écoutent, il faut qu'ils comprennent que c'est normalement des périodes, on va dire, d'entre 5 et 10 ans dans ces modèles de LBO. Donc il y a justement des actionnaires qui changent, qui évoluent. Il y a en revanche des dirigeants qui parfois n'évoluent pas, qui veulent rester, qui sont associés au capital. Mais si on continue dans cette voilà, donc Euraseo, avec toi, vous gagnez en 2021 et vous prenez donc... Euraseo gagne, c'est Euraseo qui gagne. Et puis ensuite, Euraseo se demande effectivement comment il va organiser son équipe. C'était encore advisor à ce moment-là. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et puis Euraseo réfléchit à organiser une équipe. On continue à se parler et puis on décide de se faire confiance et de démarrer ensemble. Quand on regarde la croissance incroyable de ton groupe depuis des années, c'est intéressant parce que je t'ai entendu dire plus d'une fois entrepreneur. Et c'est intéressant parce que... Tu aimes bien, il y a différents types d'entrepreneurs. Non, je pense, oui, évidemment. Mais, tout à fait, mais ça m'intéresse. Toi, moi, ce que je vois, c'est de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat, mais c'est pas vraiment ma question. Est-ce que toi, tu te serais vu ou tu te verrais
pouvoir partir complètement, créer quelque chose toi-même, toute seule. T'as cette fibre? Je me suis peut-être plutôt projetée comme quelqu'un qui était un accélérateur, un intrapreneur, un bâtisseur en partant d'un socle déjà existant. Je peux absolument pas te dire que je l'ai fait puisque je ne l'ai pas fait, et je ne sais pas si j'en suis capable, Alexandre. Non, mais parfois on a cette envie, on sait qu'il y a des moments où on préfère en effet ce que tu dis très bien. Tu as un socle, et ce socle-là, tu vas le multiplier à l'infini. Mais c'est vrai que c'est un sujet, mais c'est intéressant le terme que tu utilises. Et on a autant de... C'est comme la définition du succès. Je pense que chacun a sa propre définition de l'entrepreneuriat. Dans la définition, tu vois, entreprendre, c'est probablement s'engager profondément, mettre vraiment le poids du corps, se dire qu'on est capable d'être très transformatif et de bâtir quelque chose. C'est peut-être ça ce que moi j'appelle entreprendre, mais tu as raison. Moi, je n'ai absolument pas créé une entreprise de zéro. Donc si c'est la définition d'entreprendre, ce n'est pas le cas. Donc peut-être que c'est plus avoir de l'impact alors. Non, je pense, moi, la définition, mais encore une fois, je ne dis pas que la mienne est la bonne d'ailleurs. Moi, je pense que c'est très similaire. Les intrapreneurs et les entrepreneurs sont très similaires. Hein. Il n'y a qu'une lettre qui change, sinon tout est similaire. C'est-à-dire que 2 lettres d'ailleurs. C'est que la seule différence, c'est que c'est vrai qu'un entrepreneur, la plupart du temps, on tente et on ne sait pas ce qu'il y a encore. Un intrapreneur, ce que tu dis très justement, tu sais à peu près, tu as une vision. Et tu sais à peu près ce qu'il y a déjà. C'est pas pour autant que c'est plus simple, c'est surtout pas ça le point. Donc le point, c'est de voir que quand moi j'ai parlé aux gens autour de toi, quand je vois ce que tu as réussi, je pense qu'en effet, tu as une sorte de mécanique interne qui fait que c'est extrêmement proche. La seule différence, c'est que tu avais quelque chose qui existait, mais c'est pas pour autant que c'est pas moins bien ou mieux. Hein. C'est pas ça non, que je veux dire. Mais par contre, c'est clairement différent, parce qu'effectivement, je pense que le vertige de la page blanche, c'est encore autre chose. C'est pas ça que je pose la question que je te posais. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est pas forcément ce que tu avais en toi encore aujourd'hui. Peut-être que ça sera une chose différente demain. Et puis peut-être que je me le suis empêché d'ailleurs. Peut-être qu'à partir de certains moments dans la vie, tu sais, tu as un parcours finalement, même si l'Occitane était une entreprise très entrepreneuriale, mais finalement, tu as quand même un parcours un peu normatif. Hein, et c'est vrai qu'en termes d'imaginaire, on se dit peut-être pas que c'est si simple en fait, plus tard dans la vie d'entreprendre. Et tu penses que c'est le cas ou parfois tu dis aussi, j'ai tout ce que j'ai est quand même bien. Tu sais, c'est un peu les monettes dorées dont on parle de temps en temps en disant juste... Non, ça, je ne l'ai jamais ressenti. Donc, tu t'es jamais dit, j'ai un prêt, j'ai si me lancer, peut-être me planter, ça pourrait être compliqué? Je pense avoir énormément besoin de me sentir vivante et que ça prend le dessus sur le reste. Donc, je pense que où que je sois allée, je ne serais pas restée si je n'avais pas senti... ma capacité à transformer, qui pouvait s'illustrer et s'exprimer. Mais là, c'était plutôt pour toi ne pas se lancer seul. Et moi, j'en connais un certain nombre, ils disent, moi, j'ai pas forcément la protection de sécurité. J'ai une famille, des prêts, des échéances, donc... Tu sais quoi, c'est peut-être trop tard. Moi, j'en connais un certain nombre qui disent c'est trop tard. J'aurais dû faire ça quand j'avais 22 ans. Mais je suis d'accord que c'est vrai que c'est plus confortable de le faire jeune. En vérité, tu as évidemment moins à perdre. Écoute, ça a quand même été pour moi un saut fort dans l'entrepreneuriat, cette aventure. Donc, c'est folle. Donc j'ai quand même pris mon risque parce que j'en avais un besoin impérieux, je crois. Et vraiment, je reviens à cette histoire d'impact. Et je reviens à cette histoire de bâtir. Et je reviens à cette histoire de rythme. La croissance entre le moment où tu rentres dans l'entreprise en tant que PDG et aujourd'hui, c'est une croissance de quel type? C'est 200, 300, 400%? C'est quoi depuis le départ? Est-ce que... C'est une entreprise qui s'est transformée, oui, considérablement. Mais
Mais encore une fois... Mais pour répondre à ton point en disant il y a une transformation, parce que c'est... Mais c'est une entreprise qui s'est transformée. Déjà, l'objet s'est transformé, puisque je te dis, on est devenu un acteur important sur des nouveaux métiers, en vérité. La dermocosmétique, le capillaire, la nutrition. Vous ne l'aviez pas du tout On les avait vraiment... certains pas du tout, et puis d'autres vraiment en germe. Et puis, bien sûr, on a conservé nos métiers historiques. Donc, on en a surtout fait un objet qui est aujourd'hui capable de devenir probablement une très belle aventure internationale, et déjà pour démarrer européenne. Ah, génial. Parlons de ça. Merci beaucoup. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 35 boutiques en France. Est-ce que vous avez des boutiques déjà à l'international? Alors, on a un magasin à Bruxelles et on a un magasin à Londres qui a ouvert en novembre. Ok, donc est-ce que, quand tu justement parles d'Europe et d'international, est-ce que ça doit passer par votre site internet? Aujourd'hui, on a déjà un business assez conséquent à l'international sur le online. C'est combien? C'est à peu près 15% de notre chiffre d'affaires online qui est shippé à l'international. Shippé à l'international, d'accord. Et petit à petit, nous allons effectivement ouvrir les géographies limitrophes qui sont là, en fait, où on a énormément de demandes. Alors, pour être très, très clair, nous, aujourd'hui, on a de la demande un peu partout. On a des demandes pour certains pays asiatiques. Ça va du Japon à la Chine, en passant par les États-Unis, le Canada, l'Amérique latine, le Moyen-Orient. Je pense que pour des raisons de robustesse de l'entreprise, on est persuadé qu'il ne faut pas brûler les étapes, qu'il faut construire cette entreprise de façon robuste, étape par étape. On a déjà créé un joli socle, qui est une jolie rampe de lancement en France, qui va encore continuer à se développer, puisque tu le disais toi-même, finalement, on est assez peu présent sur le territoire. 35 magasins, c'est pas grand-chose aujourd'hui. Notre site e-commerce va également continuer à croître. On a eu la chance encore cette année d'être classé parmi les marques préférées des Français. On est la seule marque de beauté dans le top 10 des marques préférées des Français en 2026. Donc, c'est un bel encouragement. Et on se dit qu'il y a encore, évidemment, de la conquête sur le territoire français. Et puis, petit à petit, on va partir là où on a déjà des communautés appétantes, des gens qui nous réclament. Et puis, ce qui va nous permettre aussi de structurer l'entreprise en prenant notre temps sans griller les étapes, que vont être l'Europe limitrophe, donc l'Espagne, l'Italie, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, et puis également l'Angleterre, parce que l'Angleterre est une vitrine sur l'international qui est extraordinaire pour nous. Et donc ça vous avez besoin d'argent pour ça? Je pense que parce que vous avez vos propres boutiques, ou est-ce que vous avez changé votre modèle à l'étranger? Non, je pense pas. L'idée va être de conserver. Non. Enfin, on n'insulte jamais l'avenir, Alexandre, surtout dans le business. Mais aujourd'hui, on a un modèle suffisamment fort. Et qui a prouvé sa grande résilience et qui surtout crée une vraie différenciation. Nous, on a la grande chance, de par notre modèle totalement intégré, de connaître nos clients, d'avoir une relation directe à nos clients, de pouvoir prendre des décisions en temps réel, des décisions de conquête ou des décisions correctives. Et dans un monde qui change, qui va vite et où finalement la majorité des acteurs sont finalement détachés de leur consommateur final, on pense que c'est une chance incroyable, que c'est un avantage compétitif, donc on n'est pas là pour le changer, ça. Ce serait dommage. D'autant plus que c'est également tu l'as compris, ce modèle totalement intégré qui nous permet en plus de rétribuer une partie de la valeur au consommateur final dans le prix. Et ça, c'est très important. Si on veut rester une marque universelle et si on veut avoir ce rôle transformatif des usages et pouvoir apporter finalement des produits très efficaces et sains à tous, on est obligé d'être très vigilant à ce sujet du positionnement prix. Amène-nous dans ton quotidien de CEO, de présidente. Justement, quand tu ouvres un magasin à Londres, comment tu le vis, ce magasin-là? T'as tout fait, t'as regardé, t'es allé visiter, c'est par toi que ça passe, le fait qu'on a 3 locations possibles, laquelle localisation on va prendre. Oui, on est t'es allé à l'ouverture, tu regardes les chiffres tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines. Oui, non, mais encore une fois, pour toi, c'est logique. Oui, bien sûr. Les gens qui nous écoutent, c'est pas forcément comment ça se passe. Non, bien sûr. Alors, déjà, la majorité de nos décisions sont quand même backées déjà par une demande préexistante. On a, alors, sur
les pays sur lesquels on est déjà très présent, si je te prends l'exemple de la France ou des géographies limitrophes européennes, on a énormément d'itérations de clients qui nous demandent typiquement d'ouvrir des emplacements dans telle ville et au sein de la ville à tel endroit. Donc ça, c'est la façon dont on procède. Et finalement, c'est extraordinaire parce que c'est dérisqué, parce que d'une certaine façon, tu as des itérations, et tu pourrais le regarder d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, etc. Dès qu'une ouverture de boutique a lieu, tu as plein de demandes d'autres villes, d'autres ouvertures en dessous. Donc ça, quelque part, ça crée notre roadmap d'ouverture dans les endroits où on a déjà des communautés fortes et préexistantes, et ça dérisque énormément le modèle financier, puisque au moment où nous ouvrons le magasin, il se rentabilise très vite, puisque le magasin était très attendu par des vrais gens dans la vraie vie qui nous l'ont demandé. Sur un sujet comme, pareil pour Bruxelles d'ailleurs, ça s'est exactement passé de la même façon. L'Angleterre, on avait une demande préexistante, mais on a eu aussi un acteur qui est venu nous chercher, parce que c'est un acteur de centres commerciaux avec lequel on est déjà installé, qui de facto constate qu'en vérité, on est un des chiffres d'affaires les plus... on a une des productivités au mètre carré les plus élevées qu'ils n'ont jamais vues, et particulièrement sur le secteur de la beauté, tous secteurs confondus, et qui se dit qu'il peut être un cheval de Troie pan-européen. Et le premier test qu'on décide de faire ensemble, c'est l'Angleterre. Et c'est aussi comme ça que les choses se sont passées pour Londres. Et donc, pour terminer et répondre à ta question, absolument, là, on s'occupe de tout. On va s'occuper évidemment de l'emplacement, évidemment du design, des travaux. Je et mes équipes, pour le coup, rapprochées, avec lesquelles on travaille sur ces sujets. Donc, d'ailleurs, parce que encore une fois, on fait rien tout seul, et ça c'est très important. Donc, j'ai la chance d'être très très bien accompagnée. En l'occurrence, sur ce sujet spécifique, Laure, que j'embrasse. On va sur place, on visite, on travaille le store concept design avec Corentin, qui nous accompagne sur ces projets. On s'occupe des travaux, on recrute les équipes, on fait le lancement. Et puis effectivement, moi je suis là le jour de l'ouverture, concrètement avec les équipes, pour les motiver, pour couper le ruban, pour lancer le magasin. Et puis ensuite, ensuite c'est très itératif. Ensuite, on apprend aussi en marchant. On regarde ce qui fonctionne, ce qui est compris, ce qui n'est pas compris, comment on améliore, on change le merch. Et puis, on est en train, petit à petit, de véritablement prendre énormément d'insights des consommateurs locaux sur l'objet de ce magasin à Londres, qui nous sert d'ailleurs de laboratoire pour la suite de l'expansion sur le marché britannique. Et en parallèle, bien sûr, on opère notre site e-commerce, qui est très important, qui aujourd'hui est quasiment plus important même que le magasin sur le marché britannique. C'est génial tout ce que tu nous dis. J'aimerais que tu m'amènes juste, encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, au tout début. Au tout début de la chaîne. Là, tu me parlais tout à l'heure, je sais que c'est tellement important pour toi, c'est le laboratoire, les laborantins, ceux qui vont réfléchir. Comment ça se passe aujourd'hui un nouveau produit ? Est-ce que vous en sortez régulièrement ? Quel travail ? Et toi, quelle est ton implication quand quelqu'un vient te voir en disant « j'ai une idée » ? Alors déjà, ça ne se passe pas comme ça chez nous. Voilà. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on disait qu'il y a une force de ces modèles intégrés qui permettent d'avoir du feedback consommateur et une véritable communication directe avec nos communautés. Donc en fait, on a plusieurs points de contact où on récupère des verbatims consommateurs, mais c'est des milliers de verbatims hebdomadaires. Ça va être les réseaux sociaux, ça va être les messageries privées sur les réseaux sociaux, ça va être le service client, ça va être le site e-commerce, ça va être ce qu'on appelle le NPS. Donc, dès que tu passes chez nous, en magasin ou sur le site, quand tu passes une commande, tu reçois un questionnaire avec un champ libre où on te demande ce qu'on pourrait améliorer dans l'entreprise ou sur nos produits. Et donc, de façon hebdomadaire, on reçoit des milliers de commentaires qui vont couvrir différents champs. Ça va être l'expérience client sur le site, ça va être des sujets qualité, ça va être aussi des recommandations produits. On a donc un pool énorme de verbatim clients. Et c'est pour ça que c'est très important, parce que nous, quelque part, il n'y a pas de fantasme marketing. Justement, il n'y a pas « j'arrive le lundi, j'ai une idée ». Ça, c'est absolument pas la façon dont Aromazone fonctionne. On se cale sur les verbatim clients et les itérations les plus fréquentes de ces verbatim clients pour se dire là, il y a une véritable demande de ça. Regardons s'il y a en face, effectivement, une objectivation scientifique qui existe. Si l'objectivation scientifique existe, le laboratoire se met à travailler sur l'identification du bon actif au bon endroit ou du bon ingrédient sur le bon terroir. Les achats entrent en ligne de compte et ensuite, il y a un temps d'innovation produit, formulation
ou pas, parce que parfois ce sont des produits bruts non transformés, qui en général est entre 6 et 12 mois grand maximum, jusqu'à la mise en distribution, donc vente, dans notre réseau de distribution. Donc notre site e-commerce, qui reste quand même quasiment la moitié aujourd'hui de nos ventes, et notre réseau physique. Donc si tu veux, ça part véritablement du client, de la voix du client, des besoins réels de vrais gens dans la vraie vie. Il n'y a pas de fantasme chez nous. C'est bien le fantasme, si tu sais. Ça peut tout à fait être bien, mais en tout cas, ce n'est pas notre modèle. Et je pense que c'est la force, justement, d'Aromazone, c'est de se dire que tant qu'on aura cette boussole et qu'on sera capable, justement, de rester au plus près de la réalité, eh bien, on fera la différence. Justement, là-dessus, est-ce que sur 10 nouvelles idées, il y en a 9 sur 10 qui fonctionnent? On lance plus de 50 produits par an. Et combien vous en sortez? On en sort à peu près l'équivalent. D'accord. Donc vous êtes vraiment continuellement à essayer de... On essaie, on a même plutôt baissé un petit peu le nombre de produits disponibles de quelques centaines. On est un catalogue assez large. Combien vous avez de... On a à peu près 1600 produits actifs dans le catalogue aujourd'hui. Et t'en fais tourner 50. Et on a une... Voilà, donc tu vois, c'est quand même marginal. Mais on a une innovation qui est quand même assez soutenue parce que 50-60 lancements annuels, c'est assez... énorme. Ouais. Et ça, par rapport au si ce n'est au revenu, c'est quoi votre produit numéro 1? On a un acide hyaluronique, un sérum à l'acide hyaluronique qui est très concentré. On a un sérum peptide de pois qui cartonne, qui est en train quasiment de supplanter l'acide hyaluronique. On a un collagène marin qui, pareil, est au coude à coude. Combien ça? C'est 6 €, 8 €? C'est 5,95 € l'acide hyaluronique aujourd'hui. Et c'est un produit... Toutes les 10 secondes, c'est ça votre... Oui, tous les 10 secondes, je crois même que maintenant, si en vérité on faisait le calcul, ce serait... Il y en a un qui vient d'être vendu là. Non, mais même si on faisait le calcul aujourd'hui, je pense que ce serait plus que toutes les 10 secondes. Enfin, au moins que toutes les 10 secondes. Une question sur le... On a eu quelqu'un ici que j'aime beaucoup, qui s'appelle Julie Chapeau. Oui. De Yuka. Mais bien sûr. Qui a démarré Yuka, tu sais, il y a des années de ça, sur l'alimentaire. Oui. Et qui s'est dit, on va peut-être essayer de faire ça sur autre chose. Bien sûr. Comment toi, tu regardes ces acteurs qui arrivent, mais moi, je trouve qu'ils disciplinent bien... Enfin, je trouve que c'est... Alors, je trouve qu'il y a deux choses. Pour qu'on comprenne, tout le monde connaît Yuka, je pense, mais tu sais... Globalement, on comprend un de tes produits, voilà, tu le avec scannes, le barcode et ou pas. Tu as une note qui sort. Donc, je pense qu'il y a... Je ne vais pas rentrer dans la méthodologie Yuka. Non, pas du tout, parce que ça a été énormément discuté par les acteurs de ton industrie. Ce que je peux dire, c'est que de facto, ce que ça a créé en macro-sociétal, et c'est important, c'est effectivement une discipline et une alerte maximale du consommateur qui, aujourd'hui, s'est emparé de cet outil qui en a fait un juge de paix et qui a profondément mis au cœur des conversations, des réflexions, des préoccupations, la santé. Sur à peu près tout type de consommation Yuka compatible. Donc la cosmétique en fait partie. Nous, on ne s'est jamais dit qu'on allait formuler pour Yuka. Ça n'aurait pas de sens. Mais de facto, les choix profonds de formulation, de chartes de formulation qui sont ceux d'Aromazone, font que la majorité de nos produits, particulièrement nos produits finis, scorent à 100%. Parce qu'en fait, on est aujourd'hui régi au sein de la législation européenne par la certification EcoCert organique, qui elle-même est extrêmement exigeante. Donc nous, on se plie à cette exigence-là. Et au sein des conservateurs autorisés par la réglementation EcoCert, nous, on ne s'en autorise que 5. Donc on est tellement discipliné et regardant sur ces éléments-là que de facto en bout de chaîne, effectivement, on est un très bon acteur Yuka. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un produit qui n'arrivait pas à la note que tu voulais Yuka? Mais bien sûr, il y en a. Il y en a. La formulation? Non, alors pas du tout. Ce sont des choix assumés, mais il y en a très très peu chez nous. Et en général, c'est quand ce sont des produits qui contiennent une huile essentielle ou un parfum. Parce que ça c'est de nature à être allergisant. Donc ça baisse le score. Mais c'est vrai que nous, on a plutôt une façon de formuler sans parfum. Et c'est voulu parce que justement, on se considère évidemment comme une marque très efficace, mais une marque saine. Et pour être sain, le sujet de l'allergie
d'allergie est compliqué. Tu as parlé tout à l'heure de NPS, mais tu ne nous as pas donné ton score. C'est quoi votre score NPS ? Alors, les scores de NPS, je peux te le donner bien sûr, mais c'est très compliqué à comparer parce que c'est en fonction des pays, etc. Mais nous, on est à plus de 76. D'accord, ce qui est excellent. Ce qui est excellent, oui. Donc, un très bon le score. NPS, pour les gens, encore une fois, qui ne connaissent pas Net totalement ça, Promoter c'est Score. le Promoter Score. C'est est-ce que quelqu'un qui sort d'un magasin ou d'une activité spécifique va promouvoir cet endroit à l'autre. Et c'est entre moins 100 et 100. Exactement. Il n'y a quasiment personne, évidemment, qui est à 100. Il y a toujours quelqu'un, mais 76, c'est un excellent score. Ça veut dire qu'il y a assez peu de détracteurs. Très peu de détracteurs. Donc, merci pour le partage et bravo pour ce score. Si on continue... Et je peux te dire aussi, parce que je le dis, parce que je veux saluer les équipes qui font un boulot extraordinaire, enfin, toutes les équipes, mais les équipes du service client, qui sont, je crois, cette année 4e meilleur service client de France, qui viennent de recevoir le trophée CaliWeb. Donc, c'est une performance extraordinaire. Parce qu'en plus, on est une entreprise volumique. On a un nombre de sujets, d'appels entrant au service client qui fait que cette performance est d'autant plus remarquable. Sabrina, là, tu nous fais... encore une fois, merci. C'est comme si on avait travaillé avant cette interview, parce que chaque fois, tu me donnes... Ah, pardon, le coup d'après. Ouais, c'est génial, j'adore. Moi, c'est un coup d'après, mais on va en parler là. Je voulais faire un partie avant, mais c'est essentiel parce que tu me parles du service client. Les services clients vont beaucoup changer grâce ou à cause de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est un sujet majeur aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, ça dépend parfois où on se situe. En tout cas, ça va impacter très fortement les entreprises qui vont certainement utiliser la technologie d'intelligence artificielle plutôt que des gens. Donc, il va falloir trouver aussi une manière de pouvoir réinventer mais on est beaucoup moins, de métiers. Nous, on est bien moins exposés. Alors, tout le monde est exposé. Oui, mais attends, je t'explique pourquoi je te dis ça. Les services clients, par exemple, dont on vient de parler. Oui, mais nous, on a finalement, je pense, et il faudrait le regarder en miroir par rapport aux autres marques, beaucoup des demandes qui arrivent au service client. Il y en a évidemment qui sont des transactionnels simples qui, elles, peuvent être tout à fait outsourcées pour que finalement, on puisse requalifier nos équipes sur le conseil. Nous, énormément de gens qui nous contactent au service client ne viennent pas nous parler d'une commande perdue ou d'un produit cassé. Ça, il faut bien comprendre que c'est 100% des demandes d'un service client traditionnel. C'est absolument pas 100% des demandes d'un service client Aromazone. Les gens nous appellent pour comprendre la formulation. Discuter. Non, mais sympa, avoir un conseil sur l'utilisation des produits, sur des routines, sur l'ingrédient, sur sa traçabilité, etc. Et ça, en vérité... C'est toujours autant depuis qu'il y a moins de produits bruts. Il y a toujours autant que ça. Bien sûr, parce que à partir du moment où il y a un sujet de transparent et horizontal avec la communauté, il est évident que la communauté se sent habilitée à poser des questions. Et donc, aujourd'hui, notre sujet par rapport à d'autres, c'est que justement, nous, on a cette responsabilité qui est le conseil. Et le conseil, c'est pas vrai que tu vas l'optimiser avec des agents IA, en vérité. Parce qu'en fait, c'est personnalisé. Donc, on a une équipe qui, de toute façon, ne sera pas du tout dans les latitudes des services clients traditionnels mis en difficulté par l'IA. On en est absolument persuadé. Et sur le reste de ton activité, est-ce que tu as embauché, comme ça arrive maintenant de plus en plus, un responsable bien IA sûr. à travers bien sûr, aussi mais nous, bien ton laboratoire, ta marque. Mais en fait, ça, vous faites ça nous, ou pas on a tant aujourd'hui ce qu'on appelle des recettes qui ont été des recettes métiers qui ont été identifiées sur toutes nos différentes business units pour améliorer la compétence des personnes en poste aujourd'hui. Et ça, on serait débile de ne pas le faire. Évidemment. Maintenant, ce n'est absolument pas... Nous, typiquement, on fait partie, je pense, des métiers, des industries, des produits qui, pour le coup, vont être relativement épargnés. On va pouvoir utiliser l'IA en support et en amélioration de productivité. Mais le cœur de notre métier, qui est quand même le conseil, la mise à disposition de produits efficaces, de qualité, et puis la relation avec les gens, des magasins physiques, tout ça va résister profondément, voire même, je vais être un petit peu taquine, va même être une réponse aux effets de bord de l'IA, que vont être la solitude, que vont être le repli sur soi, etc., etc. Moi, je crois énormément qu'on est à un moment où
le communautaire et l'humain, et le fait de partager, de partager des passions, de poser des questions, d'apprendre, de s'autonomiser, va au contraire devenir de plus en plus important. Et je pense que notre marque, parce qu'elle a aussi été positionnée comme ça, va très bien s'accommoder des nouveaux outils. Ça t'inquiète ? Ça m'inquiète pas du tout. Non, pas pour toi. Ça t'inquiète pour le pour le monde. Écoute, je pense que ce sont des sujets qui méritent d'être quand même réfléchis, un peu régulés, oui. Régulés même, tu penses ? Je pense qu'en tout cas, une certaine vision et pratique de l'IA n'est pas faite pour créer du lien humain, oui. Or, je ne crois pas qu'on peut faire société sans lien humain. Enfin, c'est un très bon point. On ne va pas pouvoir arrêter cette évolution technologique. Non. Et donc, il va falloir qu'on fasse très, très attention parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de gens qui vont être malheureusement mis de côté parce que pour des sujets de productivité, parce que cette technologie reste une technologie exceptionnelle dans ce qu'elle peut délivrer. Donc, il va falloir quand même, et là, c'est en particulier pour pas que les entreprises, mais qu'on se rende bien compte que quand on aura des pourcentages très importants de personnes qui n'auront plus d'emploi, il va falloir y penser un peu en amont. Donc, et là où je te rejoins, c'est vrai que dès le moment que tu as ce lien, et là, dès que tu es dans du physique, des boutiques, des métiers qui sont ceux-là, tu vas pouvoir être un peu plus protégé. C'est vrai qu'il y a quand même des métiers, comme dans n'importe quelle entreprise, où et les gens vont aspirer. Les gens vont aspirer. Moi, tu vois, des anecdotes que je trouve extraordinaires, c'est... Les gens au sein de nos magasins se parlent entre eux, ne se connaissent pas, mais s'interpellent. Hein. Ah, vous avez ça, je peux me permettre de vous demander, vous connaissez comment ça marche, etc. Les gens, je crois, ont une soif d'être ensemble, ont une soif de se rencontrer et d'échanger. Et là où il se passe quelque chose d'assez extraordinaire chez Amazon, qui finalement n'est pas si répandu, je pense qu'il n'y a pas tant d'endroits que ça où c'est encore le cas, on a finalement tout le monde sous le même toit et des gens qui ne se côtoient plus forcément dans la vraie vie ailleurs. Et c'est quelque chose dont on est très fiers et qu'on va continuer à nourrir. Parce qu'on croit que c'est une force. On parle de nourrir. Nourrir, ça peut passer par la communication de marque. Souvent, les marques, en particulier, tu les connais très bien, parce que c'était le cas, en tout cas, chez Mac. Vous utilisez des égéries, des personnes qui vont représenter assez bien, et ça, évidemment, toute personne qui nous écoute, qui nous regarde, le savent, des gens qui vont représenter la marque. C'est pas forcément ce que vous avez pris comme axe. J'aime pas le terme influenceur, influenceuse, parce que ça nous ramène souvent à des endroits où c'est pas ça, mais c'est plutôt des gens qui vont représenter justement plus ce que sont vraiment vos clientes et vos clients. Comment toi tu le fais, ces marques ? Est-ce que toi, l'égérie est essentielle pour toi ou selon toi ? Nous, on a aujourd'hui une approche très très assumée où il n'y a pas d'ambassadeur, pas d'égérie, pas de médias traditionnels. D'ailleurs, on est une des marques les plus performantes sur les réseaux sociaux, pas de notre propre fait, mais du fait que des vrais consommateurs dans la vraie vie s'emparent des produits et en parlent. Une marque comme la nôtre qui est, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais en beauté, 2e ou 3e en mention sur TikTok, ce qui est complètement délirant, c'est parce que le produit est exceptionnel, que des vrais gens s'en emparent et décident d'en parler et font des vues et ont un reach exceptionnel. Nous, notre approche du sujet, c'est de se rapprocher, au démarrage d'ailleurs, principalement de gens qui nous approchaient, qui étaient eux des experts, plutôt des experts santé ou des experts beauté, mais des gens très, très techniciens. Et puis, petit à petit, en effet, choisir des gens avec qui il y a cette expertise scientifique et puis ces valeurs en commun. Et puis, de temps en temps, en effet, on a des gens qu'on embarque sur le long cours, mais ça reste très, très marginal. Le cœur du réacteur, il faut vraiment comprendre qu'à Amazon, c'est ce qu'il y a dans le produit, l'efficacité du produit qui fait le job et qui fait que les gens s'en emparent et ont envie d'en parler. Et puis, il y a la compréhension fine du bouche à oreille et des verbatim clients qui permettent finalement à l'entreprise d'avoir une culture assez modeste, de l'écoute active et donc de la
correction et de l'amélioration en continu. Tu continues à regarder Oui. les messages, Alors, les commentaires, tu passes encore un peu de temps Alors, là-dessus? au démarrage de l'entreprise, je lisais absolument tout. Aujourd'hui, on a... Tu as réussi à te restreindre un peu. C'était 4-5 000 lignes hebdomadaires. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça, donc c'est humainement difficile. Léa, pour t'aider. On nous aide, alors exactement. Donc l'IA nous aide sémantiquement à classer les sujets par thématique. Donc tu vois, il y a les sujets qualité, les sujets e-commerce, les sujets livraison, les sujets innovation. Mais c'est encore toi qui Et donc passe un peu non, de temps à moi lire. je suis aujourd'hui principalement lectrice. Les équipes, les différents patrons de business unit sont absolument responsables de la lecture et du pour action de leur stream. Et moi, aujourd'hui, c'est principalement les sujets d'innovation R&D sur lesquels je passe du temps avec les équipes. On continue avec des pauses, en tout cas une pause amicale. Alors, tu sais, ici, sur pause, on demande à des gens qui sont proches de toi de dire « Est-ce que tu as une question à poser? Qu'est-ce que tu en penses ?» Alors, c'est des pauses amicales, c'est des pauses familiales. On va commencer par cette pause qui est en effet une pause familiale. Ma chérie, quand tu es épuisée, tu arrives à avoir plus d'énergie que n'importe qui. Peux-tu nous expliquer quel est ton secret? Alors, tu crois qu'il y a un message? Tu crois qu'il essaie de me faire passer un message, Alexandre? Oui, parfois, calme-toi, voilà, allonge-toi. Donc là, on parle de ton incroyable mari, Vincent, oui. Qui a lui aussi un parcours incroyable de manager et donc qui a fait différentes entreprises et qui réussit tellement bien. Alors écoute, je crois que peut-être qu'il faut quand même en arriver à la conclusion que je suis peut-être venue au monde avec une réserve d'énergie puissante. Voilà. Peut-être que mon mari essaie de me faire passer un message qui est que je suis aux entournures un peu épuisante. Je suis en... Oui, il est avec toi depuis suffisamment d'années. Depuis très longtemps. On est rencontrés sur les bancs de l'école. Depuis plus de 20 ans. Non, je te disais en introduction, et vraiment je le crois, moi je mets le poids du corps dans tout ce que je fais. Quand tu fais un truc, je ne sais pas faire les choses à moitié. Et parce que je suis une grande curieuse, une grande passionnée, et que oui, j'aime la vie profondément. Je pense que c'est un cadeau magnifique que de vivre, et il faut en être à la hauteur. Et juste pour les gens qui nous écoutent, qui sont également évidemment en couple, ou qui sont dans des moments où le destin peut amener, vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école, vous êtes aimés, vous êtes suivis. Il faut savoir aussi que ensemble, vous avez décidé de partir aux États-Unis. Et tout là, à fait. on va pas revenir dans toute cette dizaine, mais c'est un moment important parce que il a eu un poste, tu l'as suivi. Et là, c'est le destin quand même qui est important. C'est à ce moment-là que tu trouves dans une agence Yahoo Jobs. Mon job chez l'Occitane. C'est là où je rentre chez l'Occitane. Tu es toute jeune, on te retrouve faire plein de choses, dont vendeuse, et on te retrouve dans les pays de la table, donc les pays avec des gens qui sont parfois un peu machos. Et là, tu es la petite de 23 ans. Mais ça m'a fait le cuire, ça a été très bien. Ça a été une superbe expérience. Et ça, c'est pour ça que je veux dire, c'est que on devient ces expériences. On apprend, on prend, tu dis, ce cuir qui s'épaissit. Mais voilà, ces histoires-là, des histoires de... Mais je pense surtout, Alexandre, que j'ai eu la grande chance d'avoir un partenaire très tôt qui a compris que moi aussi, j'allais évidemment avoir une carrière et m'exprimer professionnellement. Et tu sais, alors ce que l'histoire ne raconte pas, parce qu'on raconte toujours les jolies choses, mais on a fait beaucoup de sacrifices. Quand on est arrivé aux États-Unis, Vincent a immédiatement trouvé un autre job qui l'amenait en Angleterre alors qu'on venait de faire notre déménagement. Moi, je suis restée... déjà, pour le rejoindre aux États-Unis, j'ai passé 6 mois où on était séparés alors qu'on venait de se marier. Ensuite, de nouveau 6 mois après, où lui est rentré à Londres, a commencé son job à Londres. Moi, je suis restée à New York, mais c'était ainsi parce qu'il fallait que je sois responsable par rapport au travail chez l'Occitane. Et puis, j'ai réussi à me faire muter en Angleterre. En Angleterre, l'Occitane m'a trouvé un super job pour que je prenne la direction générale de la France à Paris. J'ai laissé mon mari à Londres, je suis revenue à Paris. On a finalement vécu quasiment 5 ans entre deux pays, où on se voyait finalement parfois le vendredi, mais le week-end. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous ont regardés en se disant qu'on était un peu zinzin, mais finalement, ce respect mutuel et ce respect mutuel du potentiel de l'autre fait que la relation, elle est toujours très, très vivante aujourd'hui. Et moi, je ne me serais jamais permise de lui empêcher de prendre une opportunité, parce que je considère que mon mari est un type
épatant, formidable, et que c'est une chance d'avoir des mecs comme lui qui prennent des responsabilités, parce que je crois, une très belle personne. Évidemment, il est très fort, il est très intelligent, mais c'est surtout une très belle personne. Donc moi, je n'allais pas me mettre en travers de ce chemin-là. Et lui a eu également l'intelligence de se dire qu'on aurait peut-être une vie atypique, mais que finalement, il était OK pour ça. Et merci de nouveau. Il n'y a pas un seul, c'est comme tout à l'heure, on parlait d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire un couple heureux ? C'est tellement compliqué. Un couple, c'est deux tellement rythmes compliqué. Qui arrivent à se rencontrer. Et s'accepter. Mais je reconnais que quand on était plus jeune, et je te le mentionne parce que à chaque fois, à la fois, ça me faisait sourire, je le prenais un peu comme un défi, mais à la fois, ça m'énervait beaucoup. Les gens nous disaient, non mais, vous savez, là, vous êtes tout mignon, mais ça marchera pas longtemps. Ça marchera pas, votre histoire. Parce qu'on peut pas, vous ne pouvez pas, dans un couple, avoir 2 carrières à haut rythme. En même temps, ce sera trop difficile. Sous-entendu, bien sûr, celle qui va lâcher la rampe, c'est moi. Et je suis très heureuse de te dire que ça demande effectivement beaucoup de sacrifices, beaucoup de discipline, mais que c'est absolument possible et que les jeunes couples doivent le savoir. Donc il n'y a pas un couple, il n'y a pas une définition d'un couple. Il y a, en effet, tu le sais bien, pour que les couples durent. Moi, j'ai rencontré ma femme au lycée. Donc moi, je comprends parfaitement ce que tu dis. Ça mérite beaucoup d'efforts et des sacrifices. Ça n'existe pas autrement. Après, il faut en effet que tu aies rencontré ton âme sœur et ton âme frère. Et ça, tu le sais assez vite. Donc, et Vincent, encore une fois, et tu as raison évidemment de le dire, c'est une très belle personne qui a une réussite incroyable dans son activité. Et donc, c'est pas comme ni toi ni lui. Vous avez mis de côté, vous avez dû faire d'autres sacrifices. Parfois, c'était ne pas vous voir pendant quelques semaines ou quelques mois. On continue les pauses. Cette fois-ci, une pause vérité. Alors, moi, je t'ai posé plein de questions sur ton industrie. T'inquiète pas, ça va pas être sur toi, ça va être sur l'industrie. Qu'est-ce que je vois ? Pause vérité. Qu'est-ce que c'est ? Non. Si tu veux, j'en ai aussi sur toi. Mais non, on va faire le pause vérité sur l'industrie parce qu'encore une fois, tu l'as compris. Pause, c'est une question de transmission. Plein de choses que toi tu sais, que tu as appris au fil des années. Et on essaie de partager ça avec le plus grand nombre. Les questions, encore une fois, tu le comprends. Le monde de la beauté, je le comprends assez peu. En tout cas, je le vois de loin. Et donc, il y a plein de choses que je me suis posées comme question et que tu peux me dire si c'est vrai ou faux. Les affirmations que je vais pouvoir te donner ou les questions que je te pose. Est-ce que tu es prête ? Vas-y. Dans la cosmétique, on vend parfois davantage du discours que de la science. Je pense que ce sera de moins en moins vrai. Ok. Certaines marques créent encore de l'angoisse pour vendre de la réassurance. Alors, pareil, tu vas m'en vouloir. Je pense que ce sera... Déjà, on est quand même dans des contraintes réglementaires et tu dois respecter, qui font qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi. Et ça, pardon, j'insiste parce que cette réglementation européenne est une chance. Et quand on voit ce qu'il est possible de faire justement d'un point de vue du discours ailleurs, je pense que c'est une très très grande chance que d'être en Europe. Donc non, c'est quand même suffisamment encadré et tu peux pas dire n'importe quoi. Et le prix élevé continue vraiment d'être un signe de désirabilité dans la cosmétique. Je vois certains produits. Pareil, sincèrement, je pense qu'on est à la fin de ce cycle. Tu crois pas qu'il y aura toujours un marché ? Mais il y aura toujours, bien sûr. Mais je pense que je pense qu'on est arrivé à l'époque de la preuve. Et moi, je le vois parmi nos consommateurs. Nos consommateurs, aujourd'hui, viennent de toutes les marques possibles et imaginables. Même les marques extrêmement luxueuses. Un produit, parfois, que tu peux avoir, que tu vends 10 €, tu peux le retrouver ailleurs à quel prix ? T'es un vrai coquin. Non, mais quoi, ça peut être sur 200, 300 €, non ? Bien sûr, absolument. Et si on regarde vraiment, si je viens dans ton laboratoire, si je demande avec ton laboratoire, ils vont me dire, c'est le même produit. Fais l'exercice. Non, mais c'est ça. Ou moins bien. Parfois. Moins bien en plus. Ou parfois. Alors là, c'est d'accord. Pas toujours, évidemment, mais parfois. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. En tout cas, je t'invite à faire l'exercice. De tester sur moi ou d'aller voir ton laboratoire ? De vérifier. Oui, mais vérifier, tu sais, ça, le problème, c'est que mes rides, elles ne disparaîtront jamais. Non, mais de regarder la formule. La formule, c'est ça. La concentration, les poids moléculaires, etc. La composition de la formule. On en demande trop à la cosmétique. D'être ultra efficace, ultra propre, ultra locable, ultra accessible. Tu penses que parfois, c'est pas trop ? Non, je pense que quand on fait un métier, il faut bien le faire. Une marque française et régionale peut devenir une marque internationale. Bien sûr. Ouais. Évidemment. Ça, t'en es intimement persuadé. T'as beaucoup d'exemples ? L'Occitane. T'as l'Occitane, voilà. Tu viens de citer un grand exemple.
tu peux imaginer... Tiens, alors rien à voir. Ils ont été rachetés la plupart. Non, mais rien à voir parce que c'est un autre modèle, c'est une marque cadeau. Mais Rituals, c'est une marque qui vient des Pays-Bas. C'est pas un pays qui est connu pour la beauté. Bon, en fait, tout est possible, Alexandre. Merci. Là, je vais aller acheter les produits, je vais aller regarder les compositions. Rapidement, même si on a parlé beaucoup de toi à travers ton poste de CEO, je voulais qu'on reprenne un peu de temps aussi pour revenir là où tout a quasiment démarré. Donc, tu viens, tu as grandi, c'était une Parisienne, hein? Oui, là, je suis née à Paris, ensuite j'ai grandi pas loin d'ici, puisqu'on a plutôt, j'ai grandi à Courbevoie. D'accord, tu as grandi longtemps à Courbevoie. Ton papa est directeur commercial. Oui, dans l'immobilier. Mère au foyer, puis elle reprend le travail. Absolument. Quelque chose que tu dis souvent, évidemment, que de l'amour que tu as pour tes parents, qui sont encore ensemble. Donc ça aussi, tu vois, ça prouve que c'est faisable. On peut vivre une vie ensemble. Bien sûr. Tu mets souvent en avant les deux parents, mais en particulier, tu dis une chose, moi, qui me touche beaucoup, parce que je l'ai vécu également. C'est un amour infini de la part de ta maman. Et tu dis que c'est quelque chose qui t'a certainement construit, et alors là tu peux après voir un peu de recul, mais cette confiance, et on peut le sentir, le voir, je pense que c'était comme ça, en tout cas les gens qui te connaissent, qui m'ont parlé de toi quand tu étais plus jeune, tu l'as quand même souvent eu, cette confiance. Tu penses qu'il y a une corrélation forte entre l'amour que tu as reçu et la confiance qui est la tienne? Moi j'en suis persuadée. Je pense que le plus beau cadeau que l'on m'ait fait, c'est cet amour de ma maman et le regard qu'elle a porté sur moi, qui était un regard de possible. Et je pense que quand on a été très aimé, ça fait des failles en moins. Ils en ont un petit nombre. Évidemment, mais tout le monde a des valises. Mais il y a moins de failles qu'on va demander à d'autres de remplir. Donner un amour, et alors là c'est pour les mamans mais les papas aussi, donnons un amour bien sûr, infini, absolu à nos enfants. Bon, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas non plus leur rappeler quand même parfois des choses attention, à faire. Mais ça n'a rien à voir. L'exigence peut tout à fait cohabiter avec l'amour infini. Toi qui as reçu ça, avec Vincent, vous avez 2 enfants, deux jumeaux qui ont moins de 10 ans, un garçon et une fille. Absolument. Tu essaies de faire la même chose, tu leur mets un amour absolu au-dessus d'eux au quotidien. En tout cas, les moments qu'on passe avec nos enfants, on essaie d'avoir une très grande complicité. On sanctuarise vraiment les week-ends pour être avec eux. Et puis on est exigeant, mais très, très aimant, très présent. Et puis, on essaie aussi, surtout, par cet amour, essayer de leur signifier qu'avec beaucoup de travail et de respect, en étant une jolie personne, on peut tout faire. Moi, c'est ça qui m'intéresse, surtout. C'est la non-projection limitante. Et parce que moi aussi, je suis une femme, je pense que c'est très important et j'y suis très vigilante pour ma fille. Je veux qu'elle se sente capable d'avoir absolument les mêmes rêves et les mêmes aspirations que son frère. C'est quand même assez incroyable que tu dis ça, parce qu'ils sont jumeaux, donc c'est un peu génial de pouvoir, justement, là, il n'y a pas une question d'âge, de différence. Ils doivent avoir accès aux mêmes choses, aux mêmes rêves, quel que soit leur âge. Alors toi, les rêves, ils sont différents quand tu es un enfant d'une Sabrina et d'un Vincent qui ont extrêmement bien réussi, que tes propres rêves, puisque, encore une fois, tu as eu une chance assez intéressante, parce que tu étais à Courbevoie, et il y a des professeurs qui voient en toi un talent, parce que tu étais première de la classe, il faut quand même le dire, c'est pas la dernière. Mais j'avais pas de mérite, parce que moi j'ai toujours aimé l'école, en fait. J'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours aimé bosser. Je prenais un plaisir fou à ça. C'était plutôt une travailleuse ou c'était plutôt un style? Je pense que il y avait des matières où j'étais meilleure que d'autres, donc j'avais plutôt des facilités. La philosophie à 8 ans, j'étais pas mal. Non, pas du tout, si tu savais. Non, j'avais des facilités, mais je crois que j'ai toujours bossé. Donc raconte-moi ça, parce que là-dessus aussi, l'éducation est centrale pour qu'on puisse justement changer de classe. C'est un sujet majeur aujourd'hui. C'est de plus en plus compliqué dans beaucoup de pays, et dans la France aussi. Mais c'est certains professeurs, encore une fois, de Redon, vraiment un salut absolu pour les professeurs. Ils ne sont pas tous toujours comme ça, mais il y a une partie non négligeable des professeurs qui
qu'ils sont là parce qu'ils aiment ça, Bien sûr. parce qu'ils aiment professer, parce qu'ils voient des potentiels. Et c'est toi ce qui t'est arrivé. Ah oui, Raconte-nous complètement. comment ça s'est passé. Mais c'est pour ça que moi j'ai un respect infini pour ce métier et je crois que ce sont probablement souvent, enfin pas dans tous les parcours, mais dans beaucoup de parcours, Bien sûr. les profs sont majeurs dans des moments de prise de confiance en soi, d'ouverture de monde de possible. Et moi c'est vrai que j'ai eu la chance, je me souviens de professeurs d'histoire géo, au collège, au lycée, et puis d'une histoire que je raconte souvent, mais qui est une histoire vraie. 2e année de prépa, 2 mois du concours, désespérée, fatiguée, me sentant évidemment pas du tout prête, arrivant chafouin à une colle, donc un espèce d'oral d'économie, ayant, alors pour le coup, un professeur, mais qui n'était pas le mien, qui était une colleuse. Donc ce sont des professeurs qui sont volontaires, enfin qui font des missions ponctuelles, hein, voilà. Et donc je fais mon exposé, et cette personne, et vraiment j'en suis persuadée avec le recul, mais pour le coup vraiment le poids du corps, en me complimentant et en me disant bravo, c'est super, vous aurez une excellente école, tout va très bien se passer pour vous. Et sincèrement, donc je ne connais pas le nom de cette personne, je ne l'ai jamais revue, je ne la reverrai probablement jamais, mais je veux raconter cette histoire parce que je veux que tout le monde comprenne que cette personne a été hyper importante pour moi, parce qu'à un moment où, pour le coup, ce qui m'arrive rarement, je n'y croyais plus, il y a eu cette main secourable qui a fait que je me suis dit, ah bon, mais si elle me dit que c'est possible, alors c'est peut-être possible. Et elle m'a redonné un élan colossal. Et dans cette histoire, il y a aussi ce que moi je considère être, alors tu vois, quand on dit toujours le management, le leadership, ce que moi je considère être le leadership, c'est toujours systématiquement redonner l'énergie, redonner le cap et montrer aux gens que c'est possible et essayer au maximum de tirer tout le monde par le haut. Avant qu'on arrive à ces années de prépa, tu es dans un collège à Courbevoie, et là, Asnières. Et je pars au lycée à Neuilly, au lycée Pasteur. Voilà, ouais. qui est évidemment un très bon lycée. Et là, je découvre l'existence des classes préparatoires. Classes préparatoires, mais aussi ce qui se passe, c'est que là, tu te retrouves, et raconte-nous comment ça se passe, qui peut être le cas parfois d'un certain nombre de personnes où c'est d'une classe différente. Là, je ne parle pas de classe, je parle d'une classe sociale différente. Tu viens d'un endroit qui n'est pas très éloigné. Oui, alors quand même, tellement, non, qui est quand même pas si c'est éloigné. Pas mais effectivement, codes, non, mais même, effectivement, à Sabrina. Pasteur, il y a peut-être plus d'une catégorie socio-professionnelle de cadres sup, de dirigeants d'entreprise, de grands avocats, etc. Bon. D'ailleurs, c'est toi qui dis, tu dis, il faut avoir deux choses, l'adaptabilité absolue et la préservation de sa singularité. Ça vient de toi, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est que tu arrives là, et ce qui est intéressant, c'est que c'est arrivé à d'autres moments dans ta vie. C'est un moment où on ne t'attend pas là. Non, mais c'est pas non plus totalement insurmontable. Je pense qu'en plus, tu as des phénomènes de protection très jeunes qui font que soit tu t'adaptes, soit tu t'exclus. Moi, j'avais la chance, mais vraiment, je le dis, la chance d'aimer l'école, et d'avoir des facilités qui ont fait que mon adaptation, elle a été très, très simple. Et puis, c'est là où, du coup, je me suis dit, comme tout le monde fait une classe préparatoire, finalement, c'est quoi ce machin ? Ça a l'air hyper intéressant. Je vais être très honnête avec toi, étant pas du tout claire sur ce que je veux faire de ma vie professionnelle. En vérité, c'est quand même un choix assez confortable parce qu'on diffère le choix très longtemps. Ouais. Parce qu'on fait une classe prépa, puis on fait une école de commerce, puis on se laisse le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire derrière. Mais qu'est-ce que tu avais en toi ? Parce que, l'excellence académique. Pour moi, ce que j'ai compris, c'est que toi, ce que tu aimais, c'est la philosophie. Oui, plutôt les sciences sociales. Ouais. Donc, dans l'absolu, quand je te retrouve, si j'étais avec toi à 18 ans, si je te dis, tiens, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu m'aurais dit quoi à 18 ans ? Plutôt prof. Prof, hein. Et puis après, prof de philo, prof de quoi ? Oui, plutôt. Alors, prof de philo ou d'histoire géo, tu vois. L'histoire géo, j'adorais ça. Quelle période d'histoire, toi ? J'aime énormément de choses. J'adore le XXe siècle. Je suis fascinée par les deux guerres, les deux grandes guerres. Je pense que je suis fascinée par le 19e siècle aussi, la belle époque, l'industrialisation. Enfin, c'est un moment dingue. Les premières réflexions sociales, le démarrage de la protection qui amènera ensuite, après la guerre, tous ces sujets de sécurité sociale, etc. C'est des grands moments d'avancée civilisationnelle. Voilà, ça c'est ce que j'ai toujours beaucoup aimé. Toute la littérature connexe à ça, d'ailleurs, tu vois. Moi, j'ai eu mes années Zola, mes années Balzac sur le Second Empire, la Belle Époque. Je trouve ça absolument passionnant. Enfin, c'est des moments délicieux. Et puis après, ça aurait pu être ça, tes métiers. Ça aurait pu être ça. Et puis avec surtout, je me suis rendu compte
un peu plus tard, quand j'ai intégré et que j'ai donné des cours, qu'en fait, j'adorais donner des cours. Et puis, j'adorais, pareil, moi, je te dis, j'ai besoin d'impact. Donc, je voyais ces élèves que j'arrivais à faire intégrer, que j'arrivais à faire progresser, que j'adorais, à qui je faisais aimer des matières dans lesquelles ils pensaient qu'ils étaient profondément nuls. Donc, je trouve ça génial. En fait, tout est possible. Si on y met la passion, si on y met le temps, si on y met encore une fois le poids du corps et si on s'intéresse réellement aux gens, je crois qu'on peut faire des choses formidables et amener tout le monde à un niveau d'éveil extraordinaire. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse et que je trouve extraordinaire dans les métiers de prof, quoi. Tu pourrais faire un bon coach, hein, en tout cas. Si Écoute, tu veux peut-être faire le métier peut-être après. un jour. Alors, toi, tu dis quelque chose d'assez juste. Tu dis les métiers passion. Il faut qu'on puisse te le permettre. En fait, les métiers passion, c'est pas tout le monde. Je pense qu'en arrivant en école de commerce, et en l'occurrence à HEC, j'ai découvert un champ des possibles que probablement je connaissais moins parce que j'avais pas réfléchi à tous ces métiers avant, de facto. Et en fait, je me suis dit que le monde du business pouvait quand même être intéressant. Mais je l'ai découvert tard. Mais je me suis de facto, de par mon environnement, dirigée à autre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour, d'ailleurs, je ne repenserai pas à être prof ou à donner des cours. Mais à ces âges-là, tu es quand même assez poreux dans ton contexte. Et mon contexte immédiat, c'était des écoles de commerce. C'était une école de commerce, des gamins, des jeunes qui se destinaient plutôt à des métiers commerciaux, financiers, et que j'ai embrassé ça aussi par curiosité. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler dans le monde des cosmétiques. J'avais pas une vocation à travailler dans le monde des cosmétiques. Peut-être qu'il y en a, mais il y en a assez peu, je pense, en vérité. C'est ça qui est intéressant pour nous toutes et nous tous. Ça s'appelle le destin, c'est de la vie, elle t'amène quelque part. Et tu oui, et c'est la chance. Là, et c'est la chance. Aux États-Unis, tu as rencontré ton mari en première année d'école. Bien sûr, mais moi je crois beaucoup à ça. Je crois que rien n'est jamais écrit et que la vie est évidemment façonnée par les contextes et les rencontres. Et que moi, je suis quelqu'un qui adore l'optionnalité. J'aime beaucoup me donner des options qui permettent de se dire que tout est toujours possible. Mais tu ne penses pas que l'option que tu as prise a déjà été prévue ? Peut-être. Moi, je suis une grande existentialiste. Moi, je crois qu'on façonne sa vie. Je crois qu'on fait des choix structurants. Je ne crois pas que tout est préécrit, sinon c'est terrible. Et quelque chose que tu dis qui est assez rare dans l'absolu, mais qui est très rare des femmes qui ont réussi, c'est ce syndrome de l'imposteur. Tu dis, je ne l'ai jamais eu. Tout à fait. Et ça, c'est réellement, oui, jamais. Alors, à la fois, il faut faire attention parce que tout le monde va se dire, mais c'est quoi cette c'est génial profonde arrogante. Non, parce que chez un gars, il dirait ça dérangerait pas. Donc, moi, je trouve ça génial. Moi, je suis quelqu'un qui, évidemment, doute, évidemment, réfléchit constamment. C'est d'ailleurs ce qui fait que je pense que je me repose assez peu parce que je suis vraiment... je compartimente pas ma vie, donc j'ai beaucoup de choses qui m'étreignent continuellement d'ordre privé et pro. Par contre, justement, on en revient à cet acte fondateur de l'amour incroyable de mes parents et de ma maman, parce que de facto, elle passait plus de temps avec nous, qui est que je crois véritablement, j'ai vraiment cette conviction que tout est possible hein, et que si on y met tout son cœur, hein, son application et qu'on travaille, eh bien on peut faire. Voilà. On continue. Mais ça ne veut pas dire que, tu vois, attention, hein, je tiens vraiment à dire que par contre, je crois à la discipline et au travail. Ouais. Les choses ne tombent jamais du ciel. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire tout ça sans avoir plus travaillé que les autres ? L'histoire ne le dit pas, puisque j'ai beaucoup travaillé. Ouais. Donc je crois au travail. Tu penses que c'est vraiment le travail ? Ah oui, je crois que le travail est très important. Il faut vraiment... et tu vois, ça c'est peut-être, puisque tu parles de ce sujet de transmission, qui est une des vocations hein, de cet échange, moi je crois que le travail, c'est la chose qui ne trahit jamais. Elle finit toujours... C'est une forme de vérité, le travail. Ça finit toujours par payer. Ouais. Non, je suis tellement d'accord avec toi. Je pense que c'est pour raconter ce qu'on veut. Le talent est important. Non. Mais le talent, c'est tout petit, c'est infime. Et le travail, c'est énorme. Malheureusement, pour les gens pensaient que j'ai du talent. Ben non, moi, tu te rends rapidement compte de ça. Mais merci de dire ce que tu dis sur l'imposture.
parce que en effet, très souvent, et d'ailleurs, c'est pas que les femmes, hein, il y a beaucoup de gens qui ont réussi, ils disent, tu sais quoi, ils s'excusent un peu de cette réussite-là. Moi, je trouve ça très fort, et encore plus le fait que tu sois une femme. Merci de le dire, en disant non, il n'y a pas d'imposture dans ce que j'ai fait. Moi, je me Tout sens ce que à ma place. Exactement. J'ai mérité, j'ai travaillé. Il n'y a pas d'autre raison. Donc merci, c'est important que tu puisses le dire. On continue les pauses, cette fois-ci amicales. C'est quelqu'un qui a un ami commun qui va te poser une question. On écoute la question d'Olivier Bourran. Salut Sabrina, c'est Olivier Broran. En dehors d'être une dirigeante et une entrepreneur hors norme, tu es probablement sur le podium des femmes que j'ai rencontrées qui ont indéniablement une personnalité et un charisme très marqués. Cela étant d'ailleurs probablement la raison du succès. Toi qui aimes la psychologie, entre autres, selon toi, quels ont été les triggers, les moments de vie, les expériences qui ont construit et forgé ce caractère chez toi? Et comment est-ce que tu appréhendes le sujet avec tes enfants, qui ont la chance assez rare, mais aussi la difficulté d'avoir une maman dont la présence est, disons, imposante? Bon podcast avec Alexandre. Donc alors, Olivier essaie de me faire un deuxième message qui est « je prends beaucoup de place ». C'est ça, Olivier? Imposante, je ne sais pas si c'est beaucoup de place, mais en tout cas, et c'est une réalité. Je pense que les parents qui nous écoutent, quand ils ont une certaine position, parfois, il faut que les enfants... Comment les enfants peuvent vivre, ça c'est sa seconde question. Et Olivier, il en parle aussi bien que lui aussi. Tu connais Olivier. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas écouté Olivier était ici il y a quelques ans de ça. Ils pouvaient écouter aussi le podcast avec Olivier Bourran, qui a monté une histoire exceptionnelle. Une boîte de conseils qui s'appelle Mantoux, de rien à une boîte qui fait plus d'1 milliard, parce que les chiffres sont annoncés. Et c'est assez impressionnant. Très chouette. Un mec assez incroyable avec son épouse également. Absolument. Donc, il te pose cette question-là. Est-ce qu'il y a un trigger? Est-ce qu'il y a un moment, quelque chose, un moment, un instant? Écoute, non. Moi, je crois que ce qui est décisif dans ma vie, c'est que j'ai toujours, consciemment ou inconsciemment, été en dehors de ma zone de confort. Et que l'adaptabilité et l'intelligence des situations que demande d'être constamment en dehors de sa zone de confort et de le rechercher fait qu'on ne peut que progresser. Donc, je crois qu'il y avait peut-être... moi, j'étais quelqu'un d'assez timide, quand même joviale, communicative, etc., mais assez timide. J'aimais pas prendre la parole, j'aimais pas lever la main en classe. J'ai toujours été assez anxieuse avant de devoir m'exprimer, etc. Et comme le reste, ça se muscle, comme la joie dont on parlait au tout début. Donc, pareil, dans les autres sujets que je trouve passionnants, c'était, je crois, Eleanor Roosevelt qui disait, il faut se faire peur tous les jours. J'y crois beaucoup à ça. Tu es toujours sur la Je pense qu'il faut à chaque fois passer une étape, en fait. Et c'est pas forcément pour tout le monde, ça. Mais je crois, profondément important, cependant. Et chacun le fait à son rythme. Et chacun le fait avec l'amplitude qu'il souhaite mettre dans ça. Mais sinon, on stagne. Moi, je crois que la vie, c'est le mouvement. Ouais. C'est pas que vous entendez très bien avec Olivier. Je pense que vous êtes fait de du même bois, ou je sais pas si c'est du bois d'ailleurs, ou de l'acier. On a l'humour en commun, parce qu'il est très rigolo, Olivier. Il est très, très, très fun. Un autre point qu'on va aborder ensemble, c'est tes engagements. Tes engagements qui tournent quand même énormément au sujet, et merci, des femmes, puisque tu soutiens, soit personnellement, soit à travers l'organisation, plusieurs associations, plusieurs organisations qui font un travail incroyable. C'est la Maison des Femmes, évidemment, avec Rada, qui en est la fondatrice. Que tu connais bien. Que je connais et que j'aime beaucoup. C'est Tout à l'école, également. Avec Tina. Et ta Fondation des Femmes. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est celle que je voulais mettre en avant, parce que, de nouveau, c'est des femmes qui dédient leur vie, littéralement, à pas faire plus de business, mais à construire des outils, des plateformes, des solutions, des moments, des produits pour aider celles qui ont moins. Donc, merci à ça. Donc, toi, c'est logique pour toi, il n'y a pas cette réussite business sans une réussite ou prêter un peu de ce temps et cet argent à d'autres causes. C'est normal pour toi. Tu as été éduquée avec ça Je pense que j'ai été éduquée avec un sens très fort du fait qu'on ne pouvait pas être individualiste. Et qu'on était quand même, et moi particulièrement, je l'ai en plus éprouvé plus tard dans ma vie quand je suis partie travailler beaucoup en Amérique latine, du fait qu'on était quand même le fruit
d'un pays, d'une culture, d'un modèle, et que la France, malgré tous les défauts de ce pays, est un pays extraordinaire, qui est un pays qui rend possible ce qui est impossible ailleurs quand même, il faut le dire. Donc je crois que je suis le fruit de ça, le fruit d'être une femme née en France, qui, par la France, était capable de faire plein de choses. Et puis une famille qui, évidemment, mettait vraiment le collectif au cœur et n'était pas obsédée par l'individualisme. On ne m'a jamais dit que ma réussite, elle n'était due qu'à moi et qui j'étais, etc. Pas du tout, mais qu'elle était le fruit d'un contexte. Ça, c'est des choses, en fait, qui infusent pendant très, très longtemps. Et puis, la vie, et on en parlait tout à l'heure, l'inattendu, la rencontre, a fait que sur mon chemin, alors est-ce que c'est le destin, Alexandre? Je le pense. Mais ont été, donc j'ai croisé le chemin. La première, c'est Tina Kiefer. Ensuite, c'est Anne-Cécile Melfert. Et puis ensuite, c'est Rada Hatem. Et je vais te dire un truc très très simple. Quand dans ta vie, tu as l'honneur, la chance de rencontrer de tels personnages qui, en vérité, auraient pu faire tout à fait autre chose, qui sont des personnes qui avaient des vies très bourgeoises, très confortables, qui auraient pu continuer à vivre leur vie plaisamment et qui se disent qu'un jour, elles vont changer le monde. Je reconnais que, évidemment, ça crée en moi un sentiment de je ne peux pas ne pas être à la hauteur. Tu peux pas dire, écoutez, c'est super, continuez ainsi, bonne chance. Moi, je me serais sentie en dessous de tout. Donc, j'ai essayé de voir en quoi je pouvais être utile. Et puis, comme en plus, elles m'ont sollicité, qu'il semblait que je pouvais leur être utile à certaines choses, eh bien, je me suis engagée corps et âme. Et je dois dire que ce sont probablement... Tu sais, on te dit toujours qui tu admires. Moi, j'ai peu, finalement, de grands rôles modèles économiques. Mais alors vraiment, j'ai ces femmes-là, Tina, Rada, absolument, qui sont mes grands modèles d'engagement, de détermination, de courage, et puis de faire advenir ce qui était totalement impossible. Tu sais, quand on te dit toujours « Ah non, mais fais pas ça parce que ce sera pas possible ». Bah, moi, en fait, j'ai vu de mes yeux vus des femmes qui ont fait des choses qui étaient totalement impossibles et vraiment, le sort s'est acharné contre elles systématiquement et elles l'ont quand même fait. Donc, tu vois, ça factualise le fait que je crois vraiment que tout est possible et ces femmes me le prouvent quotidiennement. Donc moi, je les aide sur la seule chose sur laquelle je suis... C'est avec Amazon que tu ce fais... sont mes amis. Non, pas du tout. Moi, ça, là, on parle bien à titre personnel. Et puis ensuite, on parlera à titre professionnel des engagements de l'entreprise et du corps collectif de l'entreprise, parce que c'est des décisions qui sont prises collectivement, qui ne sont pas uniquement du tout prises par moi. À titre personnel, du coup, ils se sont devenus des amis, bien évidemment. J'ai une relation de tendresse infinie. Et puis, je crois qu'elles m'ont rendue aussi un peu meilleure, parce que c'est bien de toucher du doigt la vraie adversité et la vraie souffrance. Tu sais, quand on disait tout à l'heure, est-ce que tu as le droit de te plaindre? En vérité, non. Parce que quand tu vois le degré de souffrance, et je pense que toi, avec tes activités aussi caritatives, d'engagement, je pense que, voilà, on se rend compte que la souffrance, la vraie, existe. Mais moi, je les aide sur de la mise en relation et de la levée de fonds. Et on arrive à faire des choses assez formidables. Mais ça, pareil, je ne savais absolument pas faire ça. C'était pas mon métier, je n'avais aucune idée. Et puis, en fait, je l'ai fait, c'est possible. On est toute une bande de filles formidables, d'ailleurs, que je salue, qui s'engagent également à mes côtés, parce que je ne suis pas seule. On fait ça à plusieurs. Et en fait, on arrive à lever des sommes colossales. Donc, en fait, il faut y aller. Et ensuite, à titre d'Aromazone, Aromazone a différents chantiers d'engagement. Évidemment, il y a notre territoire immédiat, donc le Vaucluse, sur lequel il y a des sujets de revégétalisation d'écoles, parce qu'il fait très très chaud et que c'est très très bétonné, figure-toi, et que donc on pense que c'est très important pour nos salariés et les collectivités locales qui nous entourent. Et puis, il y a ce grand projet de soutien. On n'est pas les seuls, encore une fois. On a réussi, et l'hôpital public de Marseille a réussi à rameuter beaucoup de gens, de partenaires, d'entrepreneurs qui se sont engagés pour doter l'hôpital public de Marseille, donc l'APHM, et le professeur Laetitia Padovani, qui est la professeure en radiologie oncologique pédiatrique de la Timone, d'une machine révolutionnaire qui va pouvoir soigner les cancers pédiatriques avec moins de récidives à
l'âge adulte. Il fallait trouver 3 millions d'euros pour incuber cette machine. Et on a tous collectivement, avec Aromazone et évidemment avec notre actionnaire, décidé de s'engager. Et c'est très important et on en est extrêmement fiers. Et ça crée une fierté d'appartenance pour nous tous et pour les équipes. Et puis ça rend vraiment très concret et très utile la réussite du projet Aromazone. On va écouter une dernière pause amicale, quelqu'un dont nous avons parlé à l'instant, récemment, tout de suite, maintenant. Écoutons-la, notre amie Rada. Sabrina, ma sorcière blonde, bien aimée et si brillante, une question me tarabuste. Quand est-ce que tu vas arrêter de t'occuper de cosmétiques et de futilité et te lancer enfin en politique pour sauver la France? Dis-moi. Ah bah ça, c'est vraiment bravo. Tous les deux, vous êtes de mèche. Tu vois, ça c'est pour faire du clic. Mais j'ai rien dit du tout, c'est pas des clics, c'est ton amie. Et elle te pose une question parce qu'elle le pense sincèrement. Et on est ici pour pas avoir des fonds semblants. Elle te pose une question et je ne savais pas la question qu'elle voulait te poser. Et c'est une question, on la connaît, Rada. Rada, elle est entière. Rada, elle se dit de quelle manière une personne aussi exceptionnelle qui sait changer les choses comme Sabrina peut être encore plus utile pour les autres. Et elle, son idée, c'est soit tu t'engages dans l'humanitaire et tu rejoins ce côté-là, soit tu fais de la politique. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire ? Alors moi déjà, je vais reprendre le sujet de... Je crois que moi, personnellement, et je crois que pour notre génération, le monde économique et la création de valeur économique peut aussi avoir un impact systémique, social et sociétal fort. Et qu'il ne faut absolument pas opposer les modèles. Donc ça, c'est absolument fondamental, il faut le dire, il faut le répéter. Si on ne reste pas sur un modèle Milton Friedman, exactement. Qui dit que globalement, c'est de faire de plus en plus de profit possible. Donc non, nous, on a, je crois, aujourd'hui, de facto, et on ne va pas le développer ici, un impact très, très important sur notre territoire et nos communautés locales, et on en est très fiers. Et d'ailleurs, dans vos produits aussi, c'est ça oui, que tu veux dire. Mais nos produits, notre raison d'être, d'exister dans ce monde, d'ailleurs, que Rada appelle les cosmétiques, mais que moi, j'appelle le soin. Donc c'est déjà pas tout à fait la même chose. C'est pas les cosmétiques, c'est le soin, soyons précis. Et puis je crois que c'est aussi un des enjeux justement de l'entreprise à partir de maintenant. Ensuite... Alors, la politique, ça t'a intéressé, ensuite, on verra. Ça t'intéresse? La politique, je trouve ça absolument passionnant. Après, la politique, je vais te dire un truc très, très simple. T'en as déjà fait? Non, j'en ai jamais fait. Moi, T'es allé sur des listes, des choses ça, pas du tout? Non, pas du tout. Et puis en plus, je pense que il est très important de dire que de par ma fonction, c'est absolument incompatible. Oui. Absolument, c'est absolument incompatible. Mais après? Par contre... je vais te dire, pour moi, il y a une ligne rouge, c'est mes enfants. Et donc, tant que mes enfants ne seront pas adultes, je ne toucherai pas à la adulte, c'est plus 18 ans maintenant, tu sais qu'il faut... Ils ont plus besoin plus longtemps que ça. Hein. Peut-être, mais... donc, ça veut dire peut-être un jour, mais pas tant que mes enfants ne seront pas toute jeune. Des individus très matures. C'est pas... Oui, moi, c'est après 18 ans. Il y a des chances quand même. Si c'est pas de la politique... Dans un monde idéal, même pas idéal d'ailleurs, dans un monde différent. Ta bucket list à toi, c'était quoi? Non, mais moi aujourd'hui, tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, on est en boucle. Hein. C'est ça qui est drôle, c'est que finalement, ce sont des séances de psychanalyse intéressantes, tes podcasts, Alexandre. Mais moi, si je devais vraiment totalement m'engager un jour, ce serait pour l'éducation et l'égalité des chances. Voilà, je crois que le plus grand gâchis, c'est quand un gamin est lâché par le système éducatif ou lâche le système éducatif. Je crois que... Mais même pour le pays, c'est... Une perte... Mais c'est une perte de... Mais même si on est cynique, c'est une perte économique à 20 ans, à 30 ans, colossale. Donc en fait, on devrait tous avoir à cœur de remettre ce sujet de l'éducation absolument au cœur de toutes les réflexions de ce pays. Tu le sais, mais je en parle là pour les personnes qui nous écoutent, et elles sont nombreuses. J'ai, avec l'équipe, comme tu dis, merci de mettre en avant les équipes, avec mon équipe, j'ai monté un projet qui s'appelle Infinite, il y a 2 ans et demi de ça, on parle d'éducation, qui va chercher les meilleurs jeunes d'Avignon, par exemple, les meilleurs du lycée, les meilleurs, qui, s'ils avaient des parents qui avaient les moyens, pourraient directement aller plus facilement à HEC, à la Bocconi ou à Oxford. On va les financer. Ouais. Donc, une Sabrina va le financer.
mais ça va pas être une bourse classique, ça va être un prêt à taux zéro sans garant. Ce jeune va aller à la meilleure école du monde, et comme il est à la meilleure école du monde, comme toi, il va être embauché par les Occitanes, par les Morgan Stanley, et à ce moment-là, il devra rembourser son prêt. Mais ça ira pas, très vite. il ne remboursera pas son prêt à Sabrina. Il remboursera son prêt, en effet. Mais à d'autres élèves. Exactement, prochain élève, ainsi de suite. Donc, c'est un modèle bien. infini. Très vertueux. Et c'est en effet ce que tu dis, l'éducation est centrale. Tu en es la preuve. Sans l'éducation, sans la capacité de pouvoir accepter et surtout amener ces jeunes à faire là où ils voudraient aller, s'ils ont envie d'y aller, il faut les accompagner. On termine ce moment ensemble, et encore une fois, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Comment toi aujourd'hui, justement, après tout ce qu'on s'est dit là, comment tu arriverais à définir le succès pour toi ? Il se définit comment, le succès de Sabrina aujourd'hui ? Je ne parle pas de ton entreprise, mais toi, c'est quoi le succès ? Tu vois, très simplement, moi, je suis très attentive aux états émotionnels et être à sa place. Je crois que être à sa place, se sentir à sa place, c'est... Moi, je me sens à ma place dans ma vie aujourd'hui. Aussi bien de maman que de camaraderie, que professionnelle. Que de femme, oui. Et que de femmes, bien sûr. Donc, de Vincent, non, je vais mais de tout femme de Vincent, parce que tout à fait, d'épouse, absolument. Et donc, tout ça pour te dire que je crois que... alors, c'était plutôt la définition du bonheur, mais il y a une phrase qui est extraordinaire. Le bonheur, c'est vouloir recommencer à l'infini ce que l'on a. Voilà, j'en suis là aujourd'hui, dans une forme de félicité. Ouais, j'adore. Ouais, mais vraiment. Et justement, cette petite jeune femme, ou jeune fille plutôt, qui avait 16-17 ans, elle te regarderait aujourd'hui, elle dirait quoi ? Écoute, je ne sais pas trop ce qu'elle dirait. Elle me dirait que j'ai probablement eu raison d'y croire. Et de garder la foi même quand on ne croyait pas en moi. Toi, dans la pause, est-ce que vous avez une pause ou est-ce que toi, tu as une pause, un endroit en France ou ailleurs où tu dis c'est cet endroit-là, c'est ce moment-là où, et toi, encore une fois, par rapport au moment où on le voit, où tu es toujours dans l'action, où tu sais faire, où tu aimes faire une pause, c'est où ? J'ai peu de pauses, moi, Alexandre, si je suis très honnête, parce que pareil, il ne faut pas mentir. Non, là où je me ressource, c'est avec mes enfants en famille le week-end, et j'essaie de sanctuariser mes week-ends pour me ressourcer avec mes enfants et mon mari en famille. Tu as raison, heureusement que tu as rajouté Vincent. Non, mais bien sûr, en famille. En famille. Dernière question, toi qui es maintenant passé sur ce moment... ensemble, qui t'aimerais que j'invite ici, que tu connais, que tu connais pas, en disant juste j'aimerais bien que quelqu'un vienne ici, parce que j'aimerais bien voir ça, justement, autre chose. Mais tu sais que je ne sais pas si tu as reçu Tina Kiefer, justement. Rada, oui. Mais pas Tina. Donc tu penses qu'il faudrait ce serait formidable. Et en plus, Tina a donc des écoles, enfin une école, de la maternelle jusqu'au lycée, et ensuite même des écoles de préparation à certains métiers dans différents domaines. Je ne veux pas dire de bêtises, mais tu sais, c'est, je crois, 1500 gamines scolarisées par an qu'elle porte intégralement, avec un internat, avec un dispensaire intégré. Donc, c'est vraiment un mode opératoire remarquable. Elle en a fait probablement la meilleure école du Cambodge. Et il y a quelque chose d'important, c'est que Tina, de façon permanente, recherche des parrains. Et il faut savoir que parrainer une petite fille et donc lui permettre... lui changer radicalement sa vie, son futur, et puis en faire des avocates, en faire l'élite de ce pays. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est 30 € par mois à peu près, donc je crois que ça doit faire 16 € net défiscalisés. Et donc il faut que les gens sachent que pour 16 € par mois défiscalisés, on change la vie pour de vrai, d'une petite fille à l'autre bout du monde. Donc ça, je pense que ça mérite d'être raconté. Et encore une fois, cette femme a absolument tout lâché, alors qu'elle était au sommet de la gloire. C'était une journaliste très connue, elle était patronne de Marie-Claire, elle était présentatrice télé à succès. Et puis elle a absolument tout plaqué pour aller s'occuper de gamins à l'autre bout du monde. Donc, ça mérite tu la rencontres. Bravo Tina. Et encore une fois, ceux qui veulent écouter l'histoire de Rada, qui était ici quelques temps de ça, avec son histoire aussi. Et merci de les mettre en avant, ces femmes exceptionnelles qui ont décidé, comme tu le dis, de dédier leur vie à
d'autres personnes qui sont en plus grande difficulté. Et à changer le monde, Alexandre. Et à Moi, je aider crois à qu'on peut changer le changer le monde. Exactement. Et merci de parler de ta maman comme tu en parles. Merci de parler de l'amour absolu que tu as reçu, qui fait que tu es la femme que tu es, qui est forte, qui sait ce qu'elle veut. Merci de dire que le syndrome d'imposteur n'est pas une obligation quand tu réussis, en particulier quand tu es une femme. Merci ces messages-là. Et voilà. Et puis. Et si tu me le permets, je voudrais peut-être dire que j'embrasse tendrement, profondément toutes mes équipes Aromazone, parce que on a beaucoup parlé d'Aromazone. Et ce projet, c'est pas que mon projet. C'est vraiment une équipe remarquable, engagée, dédiée et fière. Et c'est grâce à ce collectif qu'on a réussi ce qu'on a réussi. Bon, ben voilà, on embrasse l'équipe d'Aromazone et merci à toi, Sabrina. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.